quand tu ramènes quelqu'un qu'on finit par recruter, tu touches 5 000 $. La France a zéro intérêt pour nous, à part peut-être si on avait levé avec des fonds français et encore je suis même pas certain. Là, il reste 1 mois avant Noël, on s'est dit: «OK, on réplique toutes nos apps qu'on avait sur iPhone, sur Android et on met tout ça de côté». Ça nous faisait de l'oseille par mois, on faisait, je sais pas, 500-600 000 balles par mois. C'est plusieurs millions de visiteurs par mois, c'est plus de 15 000 créateurs actifs sur la plateforme qui font de l'argent. C'est un ARR de 8 chiffres. Le meilleur VC français, c'est un mec qui a jamais monté de boîte. À partir de ce moment-là, ça te dit tout de l'écosystème français. Et donc déjà, j'ai compris que le meilleur moment pour lever de l'argent, c'est quand on n'en a pas besoin. C'était un moment où je voyais plein de gens partir à Dubaï et je comprenais pas pourquoi. J'étais déjà allé à Dubaï il y a super longtemps avec mes parents. Et déjà à l'époque, je me dis putain, ça me fait pas rêver. Tu joues à un jeu où généralement, en fait, si tu fais 1 million d'ARR, en réalité, t'as juste un MVP. C'est tout ce que t'as, 1 million d'ARR. À 10 millions d'ARR, t'as un lifestyle business, mais c'est tout. Et à 100 millions, t'es sur la map. Alright. Ton contenu, ta communauté, ton salaire. Avant, vous le savez très bien, les créateurs dépendaient des plateformes et maintenant, c'est l'inverse. Club, qui a été, rebaptisé Luvi, c'est une plateforme qui permet aux créateurs de contrôler leurs revenus, leurs contenus exclusifs, leurs abonnés payants, sans intermédiaire. Derrière ce rebrand, et on va en parler parce qu'on est ultra curieux de savoir, ce qui s'est passé et comment ça a été, actionné. Il y a une vraie stratégie assumée, en tout cas de ce que moi j'ai pu, retrouver. Plus de liberté, plus de souveraineté, plus de verticalité dans le contenu payant aussi et on est, comme sur le marché français, il y a ces plateformes qui ont du mal à prendre, vraiment, le devant et à s'axer dans une, verticale. On est curieux de savoir comment est-ce que vous avez, entamé ça de votre côté, avec Luvi. Aujourd'hui, du coup, on va parler transition, modèle d'abonnement, verrouillage du contenu, monétisation directe, mais aussi tension du rebrand. C'est la première fois qu'on a la chance, d'interviewer quelqu'un qui a rebrandé une boîte, active. Et on est trop curieux de savoir, comment ça s'est passé et les défis, qu'il y a eu sur l'adoption, et les critiques, que tu as pu recevoir, sur ce genre de modèle. Donc on est très content de te recevoir aujourd'hui. Bienvenue dans Merci Internet. Est-ce que tu vas bien? Pour commencer. Déjà, merci beaucoup, pour l'invitation, Kylian, et Alexis. Ouais, je suis désolé Kylian, j'avoue, tu m'as envoyé plein de messages et tout pour, l'interview et j'étais grave sous l'eau. Enfin bref, on peut en parler, mais j'avais, pour 1000 raisons, c'était pas le bon moment et là, je pense que c'est, un moment, qui a plus de sens et pour répondre à ta question, je vais très bien. Je suis en J'en ce mets moment à Dubaï, où j'avais rencontré Kylian d'ailleurs pour la première fois, ouais, qui ouais, je dormait me sur le rappelle. canapé de chez Ous et me revoilà du coup. Incroyable. Ouais, trop bien. On pourra se croiser et tu avais mon associé, Alexandre, au téléphone, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Alexandre C'est Dussens, c'était il y a 2 Dussens, ans. c'est ça? Ouais. Alors, comment je l'ai rencontré? Je suis Tu allé, l'as rencontré parce que nous, on avait une agence qui s'appelait Oma, sur OnlyFans et je alors crois non, qu'il je t'a l'ai eu même pas au rencontré, en vrai, je l'ai même pas rencontré comme ça. J'ai fait un dîner avec Ous et ma mère et Ous, il avait invité, 2 mecs dont Alex et j'ai rencontré Alex là, la première fois et il m'a dit, après c'est là où j'ai découvert du coup qu'il habitait Dubaï et cetera et il m'a présenté aussi, pas mal de gens, ouais et après on s'est énorme. re-eu au téléphone, je crois 2 ans après ou un truc comme ça, je crois. Ce que je Je pense retiens de que ça, c'est que je suis à une poignée de main de ta daronne et ça déjà, tout de suite, ça me régale. ouais, Tout de c'était suite, ça me régale. un dîner assez marrant, ouais. Est-ce que du coup, juste, pour start, c'est ce qu'on demande, à tout le monde, est-ce que tu peux nous pitcher, Luvi, rapidement? Ouais, bien sûr. Alors du coup, aujourd'hui, je suis le CEO, le cofondateur de Lovee et notre mission, du coup, c'est d'aider les créateurs à gagner leur vie. Donc tu peux voir Lovee comme une sorte de Patreon version mobile que tu utilises avant tout via une application sur iPhone et Android. Mais en réalité, notre vision plus long terme, c'est de construire une alternative à Instagram qui soit basée sur de la transaction et pas de la publicité et du coup, ça, c'est ce qu'on fait et donc en effet, comme tu l'évoquais, le modèle de revenu, en fait, on prend des cuts sur les transactions sur la plateforme. Ce qui fait qu'en fait, on est incentivé, de la même manière que les créateurs, en gros, parce que ce sont les créateurs nos clients et du coup, on a intérêt à faire le meilleur produit possible pour les créateurs, contrairement à des plateformes qui sont basées sur la publicité ou alors, il y a encore, un tiers, dans l'équation où il y a les annonceurs et du coup, ils doivent à la fois faire un bon produit pour, les utilisateurs finaux comme les fans et les créateurs et également pour, les annonceurs. Ultra clair, OK. Moi, la question, c'est parce que tu vois, les gens, quand ils voient votre plateforme d'extérieur, il y a un gros brouillard entre, plateforme de contenu exclusif plus ciblée pour adultes, OF, mimes et cetera, la partie réseaux sociaux et ce que toi tu fais qui est du coup en réalité un 3e type de plateforme. Est-ce que tu peux juste,
dégrossir un peu ça et expliquer ce que c'est, mais ce que ça n'est pas aussi? Qu'on puisse capter les différences de là, on a compris la différence de modèle, mais peut-être, différence, d'intention, de vision derrière aussi. Je trouve que c'est intéressant pour, avoir un premier point, d'accroche. Yes, bien sûr. En gros, si, tu regardes, le landscape, tu as d'un côté, les plateformes web, historiques, comme, OnlyFans et Patreon. Hem, OnlyFans, fait un super boulot dans le contenu pour adultes, mais à cause, de ce contenu qui est en fait la majorité de leur business, ils peuvent pas avoir d'application sur, iPhone et Android parce que ça va à l'encontre, des règles, du store. Ça, c'est la première chose et je pense qu'en fait, aujourd'hui, ça te viendrait pas à l'idée, généralement, quand tu lances un produit consumer ou prosumer, de pas faire d'app. Parce qu'on sait tous que l'usage, quand tu vas poster sur Insta, tu vas pas ouvrir la web view, tu ouvres directement ton app Insta et tu as une super expérience. Et donc je pense qu'en fait, ils réussissent à faire un super business et je pense que s'ils avaient une app mobile, ben, leur business, il serait 10 fois, 100 fois plus gros. De Sans l'autre sans côté, doute. tu as, Patreon qui en fait, est plus ou moins l'équivalent, mais qui vient de tout ce système, de la Silicon Valley et qui est en fait une boîte qui a, environ 10 ans, je crois Quand et ça a boîte, ouais. essentiellement web, en fait, qui est plus ou moins en fin de cycle et je pense que, tu vois, si Patreon se lancerait aujourd'hui, ça serait une boîte qui serait mobile first avec une culture différente et ça leur prendrait pas, je crois que ça leur a pris 4 mois pour shipper le support de la vidéo alors que nous, ça nous a pris 2 semaines, quoi et après tu as toutes les boîtes, on va dire, historiques, TikTok, Insta, YouTube et cetera qui, en fait, se sont lancés via en gros, c'est des plateformes qui sont gratuites et qui se monétisent via de la publicité et en fait, je pense que, hem, le souci qui s'est passé avec elles, en fait, c'est que quand Apple a tué l'identifiant publicitaire, elles ont toutes vu, en fait, une partie de leurs revenus publicitaires chuter et elles ont commencé à transitionner aussi vers de la transaction et parce qu'il y avait aussi une trend autour de ça, plus, la chute, enfin le d'avoir killé, l'identifiant publicitaire, c'était un souci et du coup, elles ont commencé à lancer de la transaction. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, 99 de leurs revenus vient encore de la publicité et donc c'est vachement compliqué pour elles, de switcher de modèle. Surtout que dans ces plateformes-là, en fait, le graphe, donc qui est les relations que tu as avec les utilisateurs, appartient à la plateforme et c'est ça qu'elle monétise. Quand tu as posté sur Insta, en fait, il y a pas tous tes followers qui voient, la publication. Tu dois booster la publication pour, reach, tout ton graphe, en fait. Alors qu'en fait, chez nous, comme on est aligné avec, l'utilisateur final, ton graphe, c'est le tien. Donc c'est-à-dire que même si à n'importe quel moment, tu peux télécharger un CSV et avoir, l'ensemble des données de tes followers et le jour où tu te casses, tu peux aussi emmener ces données avec toi et peut-être que demain, tu auras des connecteurs pour envoyer directement ces données, je sais pas, dans un outil tiers si tu veux l'utiliser pour, que tu veux utiliser peut-être pour envoyer des SMS ou des emails, par exemple. Et en fait, du coup, ces plateformes ont commencé à transitionner vers, de la transaction. Mais voilà, du coup, on s'est dit que nous, on commençait à la fois, from scratch en faisant un produit qui soit premium d'abord, avec du contenu payant d'abord, full transaction, soit en fait, la dette, technique, business, humaine que peut avoir un Insta autour de la publicité et sans la dette, de brand que peut avoir en fait un OnlyFans, dans le contenu, adulte. Et ces 2 plateformes, enfin ces plateformes-là pourront très bien, un jour venir sur notre terrain, ça leur prendra juste plus de temps. Mais voilà et on voit très bien OnlyFans investir, en marketing et commencer à devenir un peu plus mainstream et sur, Insta, ils lancent au fur et à mesure des outils de monétisation, quoi. Et Moi, en j'ai une fait, question. J'ai et pour terminer, en fait, aussi pourquoi il y avait pas de plateforme comme la nôtre, qui était mobile first dans la creator economy, c'est parce qu'en fait, normalement, quand tu vends du contenu numérique dans une app, tu dois utiliser le système de paiement des stores, de l'App Store et du Play Store. Sauf qu'en fait, les plateformes, elles prennent 30 de cut et elles t'envoient l'argent 60 jours après. Du coup, c'est impossible à gérer dans une chaîne où tu as toi, le créateur, et Apple ou Google, quoi. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y avait pas, d'app jusqu'à présent et nous, on avait, la conviction qu'en fait, ça allait changer. Et en fait, on s'est dit avant que ça change et que ça devienne évident qu'en fait, maintenant, tu peux faire un Patreon mobile, bon, on a intérêt à commencer maintenant parce qu'il y a une tonne de trucs à construire, avant d'être prêt et de se lancer, quoi. Et c'est pour ça qu'on a pris, plus de 3 ans, à construire et ce dernier lock, qu'il y avait, il a été levé, ben, en début d'année là grâce au procès qu'il y a eu entre, Epic, et Apple et ça va pas tarder à arriver aussi, sur le Play Store, quoi. OK. Moi, j'ai une question pour toi.
Est-ce que tu te considères plus proche d'OnlyFans ou plus proche de Whoop, Stan Store et cetera, tu vois? Alors moi, je me considère vraiment plus proche dans Insta. Si tu veux, il y a une seule plateforme en vrai qu'on regarde, en termes de comparaison produit, ça va être Insta, de la manière dont ils exécutent, leurs features. OK, OnlyFans, je t'avoue qu'en fait, on n'a pas regardé vraiment parce que déjà, c'est une plateforme web. On a surtout beaucoup parlé aux créateurs et aux agences pour savoir, ben, vraiment comment ils utilisaient OnlyFans, comment ils utilisaient Insta, comment ils utilisaient TikTok, comment ils utilisaient Patreon et cetera. Regarder ce qui était important. Mais nous, on se compare vraiment, si tu veux, à Instagram. L S'il devait y avoir une boîte qui nous empêche de dormir, ça serait juste la vélocité dans Insta, pas celle, dans OnlyFans, quoi. OK, très intéressant. OK, ultra clair. Est-ce que c'est OK pour toi si on rentre un peu du coup dans le modèle? Donc vous prenez un cut, comment ça fonctionne? Combien? Est-ce que vous parlez un petit peu chiffres pour qu'on comprenne un peu, comment, techniquement ça fonctionne derrière? Comment c'est géré? Comment est-ce qu'il y a une inscription? Du coup, il y a forcément une inscription, il y a un côté créateur et un côté consumer. Enfin, est-ce que tu peux détailler un peu le fonctionnement pour qu'on ait de la visibilité? Yes, alors déjà, en commençant, par la fin, comme je te le disais, en gros, nous, on se compare plutôt à Insta et donc l'idée, c'est de tu vois, aujourd'hui, on commence avec du contenu payant. Peut-être que demain, il y aura également de la publicité à terme, tu vois, sur la plateforme. Mais aujourd'hui, on se dit, «Faut qu'on fasse le meilleur produit possible déjà pour le contenu payant et ensuite on verra». Ce qui fait qu'on essaie de faire en sorte que ce soit hyper simple pour n'importe qui de devenir un créateur à son tour et de vendre du contenu. Également un fan ou alors un mec, qui a pas, qui se dit que peut-être c'est compliqué d'aller sur OnlyFans ou Patreon ou j'en sais rien. Et du coup, il y a un seul type de compte, en fait. Donc il y a pas 2 apps avec 2 back-ends séparés, c'est un seul type de compte. C'est juste que tu peux commencer avec un compte fan et l'upgrade avec y avoir des features de créateur. Donc ça, c'est pour répondre à la fin de ta question. Après sur le modèle en lui-même, c'est assez simple, c'est quand un créateur, price quelque chose, par exemple, à 10 $, on rajoute, un service fee de 20 par-dessus qui est payé par le fan, heu, tout de suite. Et ensuite, lorsque le créateur il veut, cash out, il repaye un fee d'environ 20. Et je dis pourquoi je dis environ? Parce que ça dépend en fonction heu, de quand est-ce qu'il paye out. Est-ce qu'il veut payer out maintenant? Est-ce qu'il veut payer out plus tard? Et aussi de la méthode qu'il utilise, que ce soit par, virement bancaire, Venmo ou push to card, par exemple. Et OK. un dernier élément du modèle, mais qui rejoint en fait, le service fee qu'on fait payer aux fans, le fan, il peut payer un abonnement, qui s'appelle, Lovey Plus, qui est à 19 $ par mois et en gros, ça lui permet de plus payer de service fee. C'est très similaire si tu veux à un truc comme, Deliveroo Plus ou je sais plus comment ça s'appelle, ou Uber One et cetera, où tu payes plus, les frais de livraison par exemple, quoi. Ah ouais, OK, Ou un Amazon Prime. OK. OK, charmé. Et là, si on peut en parler un peu, je sais pas ce que tu peux disclose ou pas, mais en termes de volume, en termes d'utilisateurs et tout, on peut avoir un peu des chiffres? Yes, alors nous, comme on joue à un jeu de aventure, malheureusement, je peux pas tout te dire, Bien et c'est sûr. pour ça aussi qu'on est super discret. On parle pas, tu vois? Il y a rien sur nous, il y a pas de il y a pas de podcast, il y a pas d'article, il y a pas d'interview, il y a vraiment rien. Mais en termes d'usage, c'est plusieurs millions de visiteurs par mois, c'est plus de 15 000 créateurs actifs sur la plateforme qui font de l'argent. C'est un ARR de 8 chiffres et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je pense que c'est déjà pas mal avec un usage à 70 aux US, quoi. OK. Ouais, charmé. Ça, c'était vraiment le point, qui nous avait trigger aussi, donc du coup, désolé pour la mauvaise prononciation, la vie maintenant. Now I got it. Now I got it. Hem, Marché US, pourquoi? C'était une décision, by design ou c'est un truc, sur lequel tu es arrivé après, maturation de l'idée? Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on en vient à aller cash sur le marché US ou à partir sur le marché US quand on est, pas forcément enfin, si tu peux raconter, tu sais, un peu ton histoire avec ce marché, tu vois? Je sais que la plupart des gens qui ont fait des boîtes, en France, je connais pas trop, ton passif, restent en France, ont peur, de se lancer là-bas. C'est un gros marché, beaucoup de concurrence, ça fait peur pour, les francophones pour la plupart du temps. Comment ça se fait que tu es parti là-bas? Comment ça s'est passé? Si on peut avoir un peu, de valeur à ce sujet, c'est intéressant. Yes, alors ça, c'est vraiment une longue, une longue histoire. Alors pourquoi on s'est lancé, sur le marché US? Alors déjà, je vois quand tu fais un produit, je pense,
qui est, un produit, numérique, quoi. Je pense qu'il y a pas vraiment d'intérêt à se lancer, sur un marché français, en tout cas à limiter ta distribution juste sur le marché français. Nous, on pense, enfin, on pense et on écrit et on communique en anglais, on est US first parce qu'en fait, il suffit de gagner aux US pour être un gagnant, mondial, en fait. Alors qu'en fait, tu peux gagner, en France et personne n'a jamais entendu parler de toi. Et comme en fait, tu joues à un jeu de venture, enfin, en tout cas, quand je dis: «Nous, on joue à un jeu de venture», c'est parce qu'on a levé de l'argent. Heu, enfin, la France a zéro intérêt pour nous, en fait, à part peut-être si on avait levé avec des fonds français et encore, je suis même pas certain. Mais 90 de nos invests, c'est des Américains. Et du coup, en fait, pour nous, en ayant des invests américains, en ayant une équipe de cofondateurs à la base qui était à majorité américaine, hem et avec, moi j'avais l'envie, enfin pas l'envie, enfin pas seulement l'envie, mais je devais en fait, bouger aux US. Hem, du coup, c'est tout naturellement qu'on s'est lancé aux US. Après le covid a fait que, je suis resté un peu plus longtemps en France et que j'ai commencé à embaucher dans ma time zone et ce qui fait que l'équipe était plus ou moins, dispersée en Europe. Heu, mais en fait aussi quand tu fais pas de marketing, dans un marché plutôt qu'un autre, en fait, c'est assez naturel qu'en fait, ton produit, en fait, il se distribue davantage aux US parce que juste il y a 350 millions de personnes alors qu'en France tu en as, je sais pas 80, un truc comme ça, quoi. Ouais, Donc généralement si tu as un produit comme le mien et que tu as une majorité des gens, en France, c'est juste parce qu'à mon avis tu as fait du marketing aussi, en grande partie, sur ton marché français. Donc ça, c'est un peu, si tu veux, le rationnel. Après, comment ça s'est fait? Du coup, avant, en sortie de fac, j'avais monté une boîte, qui s'appelait, Sounds, qui était un réseau social dans la musique et de la même manière, en fait, qu'on avait publié sur, les stores, en fait, l'app était dispo, mondialement. La majorité de nos users étaient aux US. Après, on avait quelques pics, au Japon, en Corée, du Sud, également et puis dans pas mal de pays européens, plus petits, on va dire dans l'Europe de l'Est, on était 1. À cause des fois, on avait des pics de viralité parce qu'on arrivait à avoir de la croissance sur, Insta ou Facebook et en fait, sur cette boîte-là, j'avais levé au tout début avec des Français et en fait, à la fin de la boîte, j'ai levé avec des Américains et à la fin de cette boîte, Sounds que j'ai dû fermer, pour 1000 raisons, en fait, mes du coup, américains qui avaient investi, dans la boîte à la fin, en fait, ils me disaient juste: «Ben, vas-y, ferme la boîte, tu es en train de buter ta santé, avec la boîte à cause de en partie des invests français et d'autres gens. Il me disait: «Bah, là, juste repose-toi et quand tu remonteras une boîte, on investira» et du coup, j'ai pris, pas des mois de vacances parce que quand tu es entrepreneur, enfin, tu pas de chômage, quoi. Mais en tout cas, c'était du repos par rapport à avant et en fait, du coup, ces invests-là que j'avais rencontrés qui en gros, s'appellent, donc il y a d'une part, un mec qui s'appelle James Currier qui est un partenaire d'un fonds d'investissement qui s'appelle NFX, qui a un fonds, dans la vallée. Quand j'avais rencontré James à l'époque, il était en train de construire un concurrent de YC, en faisant tout ce que YC faisait pas, qui était en gros les marketplaces et le consumer, et tout ce qui avait des effets de réseau, en fait. Et donc et en fait, ils ont monté NFX qui a commencé comme un accélérateur, qui a fini comme un fonds de seed, qui est un des plus gros fonds de seed aujourd'hui qui existe, ou peut-être le plus gros. Et lui, James et son pote, Stan Chudowski, qui était le CEO de Messenger, en gros, ils ont investi dans pas mal de boîtes en perso, dont Patreon justement. C'était dans les premiers invests de Patreon et du coup, ils ont fini par lever de l'argent avec 4 autres fonds, comme LP et monter ce fonds qui s'appelle NFX. Puis un autre partenaire israélien qui les a rejoints qui s'appelle, Guigui Levi, qui est un mec assez connu dans le gaming et aujourd'hui, je crois qu'il y a 2 nouveaux partenaires, mais que je connais enfin, il y a Pete Flint qui était le fondateur de Zillow, qui l'a emmené en bourse, qui était une sorte de se loger, mais qui a marché, quoi. Heu et donc ils ont monté, ce fonds et en fait, du coup, James m'a appelé en me disant: «Voilà, il faut que tu rencontres, Tim et JJ». Tim Leonardo, c'était un dev iOS, il était dev, iOS chez Instagram. Il avait notamment créé Boomerang, les petites vidéos qu'il loupait. Et JJ qui est enfin James Maxwell qui était data scientist chez Messenger, il me dit: «Voilà, c'est 2 mecs, géniaux, ils font des produits un peu consumer comme toi, ils ont quitté Facebook, ils ont essayé de monter un réseau social autour des boomerangs mais ça a pas marché. Ils ont fini par pivoter et faire une plateforme, dans l'influenceur marketing, mais qu'ils ont réussi à scaler. En gros,
au lieu de payer genre 100 balles par exemple et de pas savoir combien d'installs tu vas avoir avec le créateur ou l'influenceur, tu payais à la performance. Donc en gros, il te disait: «OK, ben, tu payes, je sais pas, 1 $ l'install» ou un truc comme ça, ou je crois que c'était par quelques dollars, le par minute vue. Et il me dit: «Voilà, ils font quelques millions par mois, ils font peut-être une boîte à 100 millions pas plus. Essaie de te mettre avec eux, de faire une boîte qui devienne plus grosse». Et du coup, on s'est rencontrés comme ça, Team JJ et moi. On s'est associés en janvier 2020, je crois. Et du coup, au début, je savais pas exactement, on savait pas exactement ce qu'on voulait faire. Du coup, ma première mission, c'était juste de monter une équipe technique solide qui sache flipper vite et bien ensemble avant de se concentrer sur un projet plus ambitieux comme la vie. Et du coup, j'ai lancé c'était pendant le covid, en fait, j'ai lancé la première app, pendant le covid qui s'appelait Celebs, qui était une app toute simple, de photos où en gros tu te prenais en photo, et ça te montrait une célébrité qui te ressemblait. Et en fait, on est arrivé 2e du store, pendant le enfin 2e du store US, pendant le premier confinement. Et du coup, on faisait, je sais plus, un peu plus de 200 000 par mois. On était tout seul. Enfin, je dis «on», mais en fait, il y avait moi et un que j'avais designé l'app, et j'avais pris un dev, iOS freelance, et l'app elle tournait côté client. On était juste derrière Zoom, et qui était indétrônable à ce moment-là parce que tout le monde utilisait Zoom, pendant le confinement. Et du coup, donc il y a eu le covid, donc déjà ça a fait que j'ai pas pu bouger aux US tout de suite, même si j'ai fini par avoir, un visa, résident américain, par la suite. Mais j'ai commencé ensuite à recruter, en France. Une fois que j'avais de levé les 200 000 du coup j'ai levé, de l'argent avec, des VC, aux US en 2 jours. On a levé, là je peux le dire parce que c'était sur l'ancienne aventure, mais on a levé, 550 000 je crois. Mais j'avais des term sheets à 2 millions quoi, voire plus, mais ça me servait à pas grand chose parce que j'étais tout seul, et on était rentable. Pour moi, c'était important, d'être rentable vite et de plus prendre d'argent à la boîte de Tim et JJ, Jetfuel, où ils m'avaient filé 30 000 le premier mois, en gros. Et du coup, on a fait cette première app, puis, j'ai réussi à embaucher un designer, puis j'ai réussi à embaucher un dev iOS en même temps. On a fait une deuxième app et on en a fait 7 comme ça. Et on a recruté une équipe, on a continué à bosser, et les gens, je les ai embauchés en leur disant: «Voilà, en fait, pour l'instant, on fait ça. Le premier mois, tu viens, tu poses pas de questions, tu fais ce que je te dis, et juste pour au moins qu'ils comprennent le mindset, la manière de bosser et cetera». On a fait 7 apps, il y en a 2 du coup qui étaient numéro un, du store US. On a fait, une dizaine de millions de chiffre d'affaires, et 2 ans après, je crois que Tim et JJ ont effectivement revendu leur boîte 100 millions à une autre boîte dans la publicité qui s'appelle Wrangle. Et du coup, nous, avec James, toutes les 2 semaines, en fait, on se parlait et on se disait: «OK, ben, qu'est-ce qu'on fait?» Et on avait plein de convictions différentes sur les boîtes qu'on pouvait faire, et c'était un peu un expériment, comme il avait fait avec une ancienne boîte qui s'appelait House Party. Vous avez peut-être déjà entendu parler, c'était justement une app de vidéo en mode, FaceTime de groupe, heu et qui a été revendue, je crois, c'était à Epic Games d'ailleurs, je crois. En fait, l'app a pas vraiment marché, c'était une des apps qui avait peut-être réussi à ils avaient fait, je crois, quasiment 2-3 millions d'utilisateurs actifs par jour. C'était une des apps où on pensait qu'elle allait réussir après TikTok, mais au final, ça a pas marché pour plein de raisons. Et du coup, on était un peu dans cette même dynamique, James et moi, où en gros, c'était une sorte un peu de projet spécial sur le côté, quoi. Et on avait plusieurs convictions. On avait, le calendrier parce que c'était une des apps, de l'iPhone qui était pas, plateformisée encore. Tu as pas encore une app, de calendrier sur ton téléphone où tu vois tes potes, quoi, en gros. Mais on savait pas comment réduire, le délai de viralité qui est en gros le délai entre ton inscription à toi et ton inscription, l'inscription de ton premier pote. Parce que généralement, l'app de calendrier, tu vas faire une app d'anniversaire, mais la probabilité que l'anniversaire de ton pote soit le même jour ou le jour d'après, elle est assez faible, quoi. Ouais. On avait, 2-3 autres, convictions comme ça, peut-être, du dating et cetera, et en fait, c'est devenu assez clair que c'était Lovee pour, plein de raisons. Donc déjà, il y avait la première que j'avais évoquée, on voyait que c'était en train de changer grâce au procès avec Epic, l'ouverture des stores sur iOS, Android. Il y avait cette accélération aussi de la creator economy avec le covid à cette époque. Il y avait Apple qui avait tué, l'IDFA, et en fait, surtout moi, en fait, à la fin de Sounds, on avait créé des fan clubs. C'est-à-dire qu'en gros, heu tu pouvais, t'abonner à un artiste et avoir accès, à une communauté et du contenu, à la fin de Sounds, et ça, c'était en 2017-2018. Et du coup, j'avais vu que ça avait marché. Enfin, et surtout qu'en fait,
ça nous permettait d'avoir une sorte de churn positif sur des users parce qu'en fait, ils dépensaient davantage d'argent au fur et à mesure de la durée de leur vie, sur ta plateforme. Et Ouais. donc c'était un modèle, vachement intéressant, sauf qu'à l'époque, on pouvait pas le scaler justement à cause du système de paiement des stores. Et du coup, on s'est dit: «OK, ben, avec tout ça, mis bout à bout», on s'est lancé, sur cette idée et on a appelé en fait on a fait un MVP d'ailleurs, au tout début, c'était fin 2022 je crois ou 21, qui s'appelait Part2 qu'on a mis sur le store où en gros tu pouvais créer un link in bio, premium, mettre du contenu, le vendre. Sauf qu'on n'avait même pas fait, tu pouvais même pas payout. Mais au moins en 2 semaines, on avait fait ça en 2 semaines, en 2 semaines on avait fait de l'oseille et puis on a vu que ça marchait, du coup on a retiré l'app du store et on s'est dit: «OK, on va, là, il reste un mois avant Noël, on s'est dit: «OK, on réplique toutes nos apps qu'on avait sur iPhone sur Android et on met tout ça de côté». Ça nous faisait de l'oseille par mois, on faisait, je sais pas 500-600 000 balles par mois et quand on revient, on se met à fond sur, cette app, de Creator Economy et on est parti avec le nom club, au début, mais c'était pas, si tu veux, hyper réfléchi, c'était juste pour commencer à bosser, quoi, et aller vite. Et du coup, on a commencé ça, je crois que c'était du coup dans de fin début 2022 ou 2023. Putain, je me mêle un peu dans les dates. Et après, 6 mois après, on a revendu notre portefeuille, d'applications qu'on avait faites, avant pour être full focus, sur Levy et aussi sortir du coup, cleaner ma cap table parce que j'avais encore, Jet Fuel, dans ma cap table, quoi. Et on a pu accueillir du coup, des nouveaux invests, aux US. OK. Non mais trop, trop stylé et juste, il y a un truc qui me démange, c'est que enfin, farmer ce genre d'app, que tu as lancé durant le covid, tu as l'air d'être très bon là-dessus et genre d'avoir capté le fonctionnement. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de prendre ce shift et de te dire: «Je m'attaque à un marché beaucoup plus gros»? Enfin, tu sais, on entend, souvent dire que si tu as envie de faire un truc qui fonctionne pas, fais un réseau social, tu vois? C'est enfin, je veux dire, c'est hardcore, frérot. C'est vraiment hardcore. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que tu te sois dit: «Vas-y, je porte mes couilles, je pars dans ce marché anyway», plutôt que juste continuer à faire ce que tu fais, scale, prendre de plus en plus de dev et faire un énorme portefeuille d'applications qui fonctionnent bien, heu, sur le store, quoi? Pourquoi cette décision de malade? Non, c'est une bonne question, et il y a plusieurs personnes qui nous l'ont posée, mais en vrai, elle est assez rationnelle. Alors, peut-être la partie irrationnelle, c'est, juste intellectuellement, c'est pas, super stimulant. Heu, En vrai, on a fait 7 apps, les 7 ont fonctionné, mais ça nous a aussi surtout permis de toucher à plein de choses différentes. Parce que la première, elle avait pas de back-end, on en a fait une après sur, on a pu toucher à de l'Android, on a pu toucher à de la modération sur une app de dating, on a pu toucher à de l'IA sur, mais à l'époque, oh putain, il y avait pas encore tous ces nouveaux modèles, ça aurait été plus intéressant. On a pu toucher à plein de sujets, mais c'était vraiment pour s'entraîner sur des skills en particulier et en fait, c'était des apps qu'on faisait, où on détectait plus ou moins des anomalies de marché, ça nous permettait d'être vite rentable, on prenait relativement peu de risques, on savait comment les distribuer. Si on voulait faire, donc ouais, déjà c'est pas, intellectuellement super stimulant. C'est dur aussi d'avoir, tu vois, genre une vision quoi et te dire: «OK, ben, la mission de la boîte, c'est ça» et tu as pas vraiment de mission sur laquelle fédérer les gens, tu vois? Tu deviens plus ou moins une sorte de mercenaire. Et surtout, en fait, comme je te disais, on est dans un jeu de venture. Peut-être si j'étais tout seul et que j'avais 100 de ma captable, ben, j'aurais gardé ça en side business, tu vois? Franchement, j'avais une app, qui faisait 200 000 balles par mois, je serais très content de l'avoir gardé, en side business. Ouais. Heu et en fait, quand tu joues dans un jeu de venture, ben, le game, c'est plus le même, donc toi, tu dois gagner. Donc par exemple, c'était ça qui embêtait, James justement, parce qu'en fait, il se disait, Cake Team et JJ, c'est très cool pour eux, tu vois? Je crois ils avaient levé 3 millions ou je sais plus combien, enfin, c'était moins de c'était relativement faible, tu vois? Et revendre leur boîte 100 000 000, c'était super cool pour Tim et JJ. Ils ont touché, je sais pas, 30 ou 30 plus en cash, tu vois? Alors ils sont plus jeunes que moi. Mais pour, le VC, il avait touché peut-être 10, tu vois? J'en sais rien, je sais plus exactement les chiffres, mais c'est dans cet ordre-là, à plus ou moins 2-3 millions quoi. Sauf qu'en fait, l'argent, il vient d'un fonds de peut-être le leur, c'était un fonds de 50, mais un fonds de 50 millions, tu vois, sur tes winners, tu dois sortir, 300 000 000 à une valo de 1 milliard, tu vois? Enfin, si tu as gardé 30 de la boîte, tu vois? Ce qui est plus ou moins élevé. Donc en fait, tu récupères 10, c'est zéro quoi et c'était pareil pour nous, en fait. Il te faut, on est sur un marché où en plus on savait, tu vois, eux, ils voyaient, Patreon qui galérait, qui shippait plus, ils voyaient, le potentiel que ça pouvait avoir avec un OnlyFans, ils voyaient les Insta, les TikTok, les et cetera, galérer sur le transactionnel, et on savait que c'était un marché où on pouvait avoir un retour, venture et on pouvait tous gagner et je lui devais bien ça, si tu veux,
à James parce qu'en vrai, ben, tu vois, en vrai, il a tenu parole, quoi. Il est revenu, et du coup, ben, faut que je tienne parole aussi, quoi. Ouais, c'est sûr. OK, ultra clair. Hem, est-ce que, peut-être juste avant de dive dans, la partie, technique pure et genre le produit et après la distrib et tout, on peut en discuter. Et peut-être est-ce que, encore une fois dans la mesure de ce que tu peux disclose, parce que c'est un sujet dont on parle trop peu en France, et puis en plus, raise de l'argent, en Europe, aux États-Unis, ça a rien à voir. Mais est-ce que, comme tu as joué à ce jeu pas mal de temps et tu connais des invests et tu connais des VC et tu connais, quand même pas mal le marché, est-ce que tu es en capacité de nous en parler un peu? Ça a été quoi ton expérience? Qu'est-ce qui fait que tu es décidé de partir dans un jeu de venture et de pas rester bootstrap et de continuer à enfin, nous parler un peu de ta vision à ce sujet? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, qui ont pas d'infos et je trouve que c'est trop stylé d'avoir un mec qui a compris ça, qui est passé par là et qui est dans ce game, qui peut un peu nous expliquer. Yes, alors pourquoi lever de l'argent? Alors, encore une fois, heu, ça dépend à quel jeu tu veux jouer, tu vois? Vraiment, et avec qui tu veux jouer. Généralement, il y a toujours un arbitrage entre, le temps et l'argent, tu vois? Parce que des fois, tu peux arriver au même résultat, mais en prenant 10 fois plus de temps avec, sans lever d'argent. Sauf qu'en vrai, ton temps, il a de la valeur et c'est la seule ressource que tu pourras pas, récupérer. Donc je pense que si ça te permet de gagner du temps de manière significative, lever de l'argent, ça a de l'importance, que ce soit sous forme, de dette ou, d'equity, quoi. Heu et heu et pourquoi j'ai décidé de jouer à ça? Donc, déjà, parce que j'en avais un peu l'opportunité. En vrai, sur la première boîte, Sands, on avait levé de l'argent, on le faisait un peu, c c'est pas que on le faisait sans réfléchir, mais on s'est un peu c'était pas hyper calculé à la base. On s'est retrouvé dans une sorte de cercle, hein, peut-être un peu vicieux à ce moment-là parce qu'on le subissait. On levait de l'argent parce que souvent on en avait besoin, alors qu'en réalité le meilleur moment de lever de l'argent, c'est quand on n'a pas besoin. Et du coup, sur Sands, on a fait toutes les erreurs possibles. Donc, on avait levé 2 millions, mais c'était en 5 tranches avec une partie de bons invests, mais une partie de mauvais invests et avec, toutes les erreurs de recrutement que tu peux faire avec. C'était très compliqué et après un peu malgré moi, je me suis retrouvé dans ce jeu-là, mais je l'ai davantage maîtrisé par la suite, on va dire. Au début, j'avais pas trop le choix parce que, heu, enfin, quand j'ai monté la boîte avec Tim et JJ, en vrai, j'avais pas d'oseille. Ils m'ont filé 30K, mais enfin, ils avaient Ouais. du coup, leur boîte, ils avaient une majorité de la mienne, alors que c'était moi on va dire l'unique, on va dire opérationnel dans la boîte. Donc j'avais pas trop le choix. Après, tu vois, quand tu fais 200 000 balles par mois que tu es tout seul, tu lèves de l'argent parce que tu peux et tu choisis les gens, que tu vas avoir. Tu vois? J'ai littéralement, je pense lever en 2 jours sur iMessage, quoi. Il y a que des gens vraiment cool qui ont toujours remis de l'argent et qui étaient en Pour les partie des gens que je connaissais ou des gens que Tim et JJ avaient aussi sur leur cap table à eux. Là, tu parles des 560, c'est ça? Ouais, les 550, ouais, OK, 50, ça ouais, je marche. sais plus, ouais. OK. Et heu et du coup, c'est pas pareil, en fait, tu vois? Et je voulais pas refaire les erreurs, que j'avais faites sur, Sands où on avait levé des fonds en obligations convertibles. C'était une boîte française. On avait pris des gens qu'on n'avait pas, forcément choisis ou qu'on forcément voulait. Enfin, c'était l'enfer. Alors que là, C'est q tu vois, si tu as c'est quoi les l'opportunité de obligations pardon? c'est quoi les obligations convertibles pour ceux qui nous écoutent? Alors, c'est un instrument financier qui est pas mal utilisé en France, des fois, quand tu veux lever de l'argent, qui est en fait de la dette que tu peux convertir sous forme de dette, tout simplement et qui te permet, plus ou moins, de te mettre, d'accord sur la valorisation a posteriori. La valorisation à laquelle tu vas convertir cette dette en equity, mais qui est un instrument que je recommande pas du tout. S'il y a un VC qui vous dit, de l'utiliser, surtout le faites pas. Enfin, si vous êtes une boîte française, en tout cas. Alors que là, on avait levé les 550 000 en safe. Donc j'avais pas de board, j'avais pas de compte à rendre, enfin «à personne» entre guillemets, tu vois? Mais par contre, j'avais des gens super smart autour de la table et l'argent qu'on a relevé, sur, Levy, qui est beaucoup plus important, c'est toujours sur le même format si tu veux, quoi. Toujours avec les mêmes Mmh. gens, toujours, avec le même instrument. Donc en fait, si tu peux lever dans des bonnes conditions avec des gens smart qui peuvent t'aider, quand tu en as besoin, parce qu'à la fin, c'est quand même toi qui fais le taf. Mais si tu as besoin qu'on t'aide, pour, X ou Y raison, et que tu peux avoir
le minimum de contraintes possible, en réalité, il y a pas vraiment de raison de pas lever si tu veux, quoi. OK. Ouais, et dans la mesure où les mecs te connaissent, ou tu sais qu'ils vont pas te faire une proposition, ils sont juste là pour t'arracher, c'est des mecs intelligents, ils peuvent t'apporter de la valeur, c'est que du win. Bien sûr, ouais. Je pense Mais que ça demande d'avoir eu, cette expérience, d'avoir eu ton histoire, d'avoir eu ton historique, d'avoir des mecs qui te font confiance, d'avoir rencontré beaucoup de gars pour avoir trouvé des gars qui étaient aussi intelligents et smart, et heu et ça, c'est la partie c'est la partie moins facile ça. C'est la partie Ouais, moins c'est facile. après, ouais, c'est la partie moins facile, mais après, en fait, elle se fait un peu naturellement au fur et à mesure, tu vois? Et après aux US, il y a vraiment ce truc quand tu rencontres quelqu'un, il va t'en présenter d'autres. Trouver des bons invests en soi, si tu fais bien ton taf, c'est pas si complexe, en fait, quoi. ouais, ça va vite. Ah, ça va vite, ouais. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'il y a une grosse, différence de vision, bah, moi, pour être ici, genre à Dubaï et connaître un peu le marché US, j'ai beaucoup de potes qui lèvent vite, et effectivement, on voit que c'est fluide, et que ça se fait bien. Mais comme l'audience, elle est, française ici, tu vois, les gens, hallucinent. Vraiment, il y a un truc où les gens comprennent pas comment c'est possible, tu vois? Que l'argent Ouais. coule à flot à ce niveau, qu'en fait, tu peux avoir Alors des mecs qui te en fait, ils comprennent pas que tu peux avoir des mecs qui sont smart, gentils, qui veulent que tu réussisses, et qu'en plus, ils vont te donner de l'argent, à une equity qui est intéressante avec un deal qui est valable, tu vois? Ils se disent Ouais. forcément qu'il y a ben, ouais, qu'il y en a fait, qu'il y a qu'il y a une couille. tu vois, les bons VC, c'est ceux qui ont compris, en fait, à quel jeu ils jouaient, heu et du coup, ils sont vraiment là, tu vois, pour soutenir, la courbe d'apprentissage, du founder Sûr. et faire fois 1000, tu vois? Genre, par exemple, parlais de James qui se disait: «Ben, OK, il va faire vendre sa boîte 100 millions, tant mieux pour lui». Mais en France, tu as des gens qui l'auraient enfin, tu vois, qui auraient tué Tim et JJ, qui auraient tout fait pour, leur tordre le bras dans tous les sens. Mais ouais, c'est malheureusement, c'est l'écosystème qu'on a. Donc, quand tu veux lever de l'argent, généralement aux US, attention, c'est pas plus facile de lever de l'argent aux US, au contraire, c'est beaucoup plus dur parce qu'en fait, c'est tout simple, les mecs, c'est pas des imbéciles, en fait, ils sont 100 fois plus éduqués. Donc en fait, donc da ça, c'est la première chose, donc tu peux pas embrouiller un invest US comme tu peux embrouiller un invest, français qui capte rien. Les invests US, c'est des anciens founders, alors qu'en fait, en France, bah, c'est pas des founders, c'est des financiers, des trucs, ils ont jamais monté de boîte, ça savent pas gérer des gens, designer, coder, ils en savent rien. Donc tu vois, le meilleur VC français, c'est un mec qui a jamais monté de boîte. Donc à partir de ce moment-là, ça te dit tout de l'écosystème français et européen, hein. Après, je connais pas tout le monde. En France, j'en connais quand même beaucoup. Européen, je connais pas tout le monde, mais je connais très peu de bons invests en Europe. Ils se comptent sur les doigts d'une main. Et aux US, donc non seulement ils sont plus éduqués, c'est plus compliqué du coup et puis c'est la première ligue. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu veux lever de l'argent, OK, il y a plus d'argent à prendre, mais parce que c'est les US. Enfin, peu importe en fait, à la fin, vu le retour que tu veux faire, qu'il t'ait filé 1 ou 10 millions, ça change rien à la fin au Ouais, retour, tu vois? ouais. Si tu récupères 1 milliard, 10 millions ou 1 million sur 1 milliard, ça me ça change rien du tout et ça, c'est un Ouais. truc qu'il faut Charmant. percuter, et du coup, en fait, il y a plus de compétition parce que, tu compites contre les meilleurs pour le même chèque, en fait, tu vois? Ouais. Et après, Il y a le plus dernier truc, c'est d'argent relativement, à la compétition qu'il y a. C'est beaucoup plus compétitif comme marché, mais donc du coup, forcément, il y a beaucoup plus d'argent qui circule, et dans la mesure où tu es très, très bon, tu as moyen de lever, enfin, en fait, c'est ça le point, c'est que si tu es très, très bon aux US, ça va tout droit. Parce que, exactement, ouais, il y a c'est de et du l'argent, et coup, ça cetera, tu fait vois? du coup, c'est pour ça qu'ils ont il y en a qui ont des parcours, uniques, quoi, que tu peux pas vraiment reproduire en France et aussi, surtout, l'invest aux US, il va vite te dire non, tu vois? Il va vite te dire non, alors qu'en France, il durer 3 mois, machin, ça peut être l'enfer. Je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs, des founders en France avec qui j'ai parlé, aidé et cetera et en fait, ce que je leur disais, c'était tellement lunaire quand je disais: «Ben non, on a levé en 2 jours sur iMessage» ou bah, je fais un call, ils m'envoient l'argent le soir. C'est tellement lunaire pour eux, j'étais obligé de partager, mes écrans, tu vois? Et leur montrer toute la conversation parce qu'ils étaient tellement, mindfuck par un truc français, machin et traumatisés par ce truc que j'étais obligé de montrer les écrans, les emails, les messages, machin et de leur montrer comment faire. Et ouais, donc en fait, si tu veux vraiment enfin faire un gagnant, on va dire, mondial et jouer à Jeux Adventure, ouais, enfin, il y a un seul endroit où il faut aller et quand je dis les US, c'est que, SF et la Balai parce que même pour eux, New York, c'est l'étranger donc tu dis la France, c'est pour les vacances mais c'est tout, enfin
Mais il y a un truc aussi, c'est qu'en France, il y a pas d'exit. Enfin, il y a quasiment enfin, il y a très peu de boîtes qui se revendent et du coup, il y a pas d'argent qui circule. Alors qu'aux US, enfin, les exits sont beaucoup plus réguliers et sont énormes. Heu, Ça parle en dizaines de milliards, tu vois? Donc forcément, il y a plus d'argent dans les poches des VC, c'est logique. Après, pourquoi il y a pas d'exit, alors récemment aux US, il y a eu quand même moins d'exit parce qu'ils ont eu plein de problèmes d'anti-concurrence et cetera et c'est pour ça que tu avais plein de VC qui poussaient Trump parce qu'ils disaient qu'il allait faire changer les choses et eux, ils avaient besoin de récupérer leur oseille, quoi. Donc mettre quelques millions sur la table pour, liquider un fonds où tu avais peut-être, potentiellement un retour de plusieurs milliards, donc c'est pour ça qu'il y en a plein qui ont soutenu Trump. Hem et après, en France, en vrai, tu as les meilleures boîtes se sont vendues généralement aux US, quoi. Bah, tout le Heu, temps. ouais, aux US, mais c'est parce que je sais pas, est-ce que c'est après en vrai, c'est un long débat, parce qu'il y a des structurellement en France, c'est pas pareil, il y a pas de fonds de pension, c'est ton argent, dans les livrets A, c'est à la Caisse des dépôts et consignations qui est gérée par la BPI, donc c'est pour ça qu'ils mettent la moitié des ch enfin c'est tu rentres dans un C'est une enfer, angoisse. ouais, c'est très différent, quoi. Lourd. OK. Est-ce qu'on peut du coup, ça en vrai c'est trop intéressant et en vrai même ça vaudrait le coup qu'on en discute plus de cette partie parce qu'il y a vraiment trop de Français qui sont à la ramasse là-dessus et qui même, n'arrivent pas à comprendre ces différences de marché qui sont folles. Est-ce que du coup on peut refocus un peu sur l'app? On essaie toujours de faire une partie, sur la partie, tu vois, dev pur et dur et toi en plus bon, tu connais le métier donc c'est une bonne nouvelle. Des fois on a des CEO qui, sont un peu loin de la partie tech, toi c'est pas le cas. Est-ce qu'on pourrait un peu avoir une vision, des meilleurs features qui ont été mis en place? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Pourquoi c'est bien dev? Pourquoi ça fonctionne bien? Pourquoi c'est une vraie bonne app d'un point de vue, UX, UI? Curieux d'avoir ton retour à ce sujet, dans ta vision du monde. Yes, alors, bah, déjà, moi, ça fait un moment que je fais ça, quoi. Les apps, ça fait un peu plus de 10 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc déjà, ça fait, je commence à avoir un petit peu d'expérience dans le domaine, d'une part. D'autre part, bah, en fait, la majorité de la valeur de notre boîte, c'est l'équipe et 90 de l'équipe, c'est les devs. Tu vois, aujourd'hui, on est que, combien on est? On est putain, je sais même plus combien on est, 7 ou 8. En gros, on a 2 devs back, 2 devs web, 2 devs mobile, un product engineer qui est également un dev qui fait des fois du back, un designer et moi. Après, on a un CFO part-time, une équipe de support que j'inclus pas dedans. Enfin, on a le lead support qui est chez nous et puis on a, plein de gens au support et en modération et on a, récemment, enfin notre CFO lui, il est aux US et on a aussi quelqu'un en marketing, part-time aux US, qui est pas vraiment du marketing, mais peu importe. Donc déjà, 90 de l'équipe, c'est des devs. Ça, c'est, la première chose. On a mis énormément de temps, si tu veux, à pouvoir recruter ces gens-là pour, recruter de la bonne manière. Donc déjà, je vois peut-être 200 profils avant de recruter peut-être une personne, si tu veux. Donc entre les gens, que tu filtres, à qui tu parles une première fois, qui passent un test technique, qui passe ce test technique qui est hyper filtrant chez nous. Parce que du coup, dès qu'il y en a un qui met la barre plus haute, ben, le prochain, il faut qu'il mette la barre encore plus haute, quoi. Hem et après le fit humain, parce qu'en final les skills, si tu veux techniques, c'est la base, en fait. Si tu veux, c'est parce que c'est ton job, en fait et en fait, le plus important pour nous, c'est le fit humain et c'est vraiment là, je pense, où tu pourras, si tu veux, développer un peu exploiter ton potentiel, si tu veux. Donc déjà, le recrutement, chez nous, il est vachement important. Et comme je te dis, en fait, on a passé plus de 2 ans, à s'entraîner sur des apps, à s'entraîner à travailler. J'ai un peu, si tu veux, brainwash, positivement, l'équipe. Comme je te disais, au début, ils venaient pendant le premier mois, je leur disais: «Ben, juste tu fais ce que je te dis, te pose pas trop de questions» et ça a bien se passer et comme en fait, dans le premier mois, ils faisaient une app, ils la lançaient, elle arrivait, souvent, en haut des stores, elle faisait, des téléchargements, elle faisait de l'argent alors qu'eux, généralement, ils étaient sur des projets où ils passaient 2 3 ans, ils avaient rien shippé. Ben, ça déconstruisait pas mal de choses, en fait, si tu veux, dans leur manière dans leurs croyances, quoi qui étaient limitantes et après, et cette méthode, en fait, elle vient beaucoup, si tu veux, de NFX, qui est justement cet investisseur, qui m'a aussi, du coup, un peu brainwash
qui est en fait la méthode qu'ils appliquent, chez Messenger où ils sont enfin chez Facebook de manière générale, où ils sont hyper froids. Tu vois, c'est des mecs qui sont vraiment, très tech et très rapides. Malgré que ce soit une boîte où il y a 2 milliards de users, les mecs, ils shippent de manière quotidienne. Donc un des trucs, que nous on fait beaucoup, c'est, on ship tous les jours, des fois plusieurs fois par jour. Ça nous arrive de shipper 5 ou 6 fois par jour sur le store, sur l'App Store et on raisonne à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, «Ce soir je ship, qu'est-ce que je peux shipper?» Et ça te permet de raisonner à l'envers et d'être certain que tu vas shipper à la fin de la journée et du coup, ça te permet de découper et d'aller à l'essentiel. Ça, c'est la première chose. On se dit que tant qu'on n'a pas testé, on ne sait pas. Donc en réalité, donc ça, c'est vachement aussi important et après comment elles viennent les features, c'est assez simple. D'une part, on parle aux utilisateurs. Moi, j'ai dû parler à sans déconner, à des milliers, plus de 10 000 créateurs à la main, quoi, je pense facilement. On parle aux gens, on les fréquente, on les a sur WhatsApp, sur Instagram, sur, Intercom, dans l'app, on les enfin tous les moyens, sont possibles. On passe des vacances avec eux, on va à Disney avec eux. Hem et d'autre part, on teste tout. Donc dès qu'on ship un truc, c'est AB testé et tant qu'on n'a pas testé, on ne sait pas, on regarde le chiffre et ensuite on roll out, la meilleure version et c'est comme ça, tous les jours, toutes les semaines et et on crée cette machine, où à la fois du coup on apprend sur le produit, et aussi on continue d'apprendre sur la manière de bosser. Tu vois, on essaie de savoir, bah, qu'est-ce qu'on a bien fait et qu'est-ce qu'on a mal fait, pendant la semaine et qu'est-ce qu'on peut améliorer, quoi et du coup on essaie de continuer, à s'améliorer de manière, continue comme ça, quoi. Tu pas de product manager? Maintenant j'en ai un, Ah, mais en vrai c'est plus de la delivery si tu veux. En gros, la c'est assez simple, alors déjà, c'était hyper important pour moi de mettre tout le monde face au l'utilisateur final, que les devs ils aient le maximum d'ownership. Tu vois, par exemple, l'année dernière, en novembre, on a ramené, des créateurs sur Paris pendant une semaine qui venaient de LA. On a passé une semaine avec eux et c'était incroyable et en fait, le matin, ils nous disaient: «OK, ben, je veux ci, je veux ça». Le soir, on dînait avec eux. On leur disait: «Voilà, c'est sur le store, c'est shippé», tu vois? Et ça allait, du créateur, directement au dev et des fois, le dev, il va faire le design lui-même s'il faut, tu vois? OK. Heu, mais sinon, et on a fait la même chose la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on était à LA. Cette fois-ci, on est tous partis, passer une semaine avec eux et sinon de manière, générale dans la semaine, moi généralement je me synchro avec la designer le lundi, après on review, généralement, pendant la semaine quoi et quand c'est prêt, je l'envoie, au product engineer qui lui va essayer de découper et de demander aux devs de challenger. Donc on fait exprès de pas avoir des specs, super clairs, tu vois? Parce qu'il y a peut-être des trucs qu'on n'a pas vus et il y a plein de gens intelligents, donc autant que tout le monde donne son avis. Hem et donc ils découpent leurs trucs et après, le lundi, en sprint, ça part. On fait un sprint à la semaine parce qu'on est en remote, mais en vrai, on ship tous les jours, quoi et il y a des OK. daily quotidiens et tous les soirs, ça part, quoi. Toi, daily, ça ressemble à quoi? Tu fais quoi toi, daily, Alors moi, tu c'est quoi ton moi, job? je fais que le kick-off et le sprint du lundi et la rétro sprint, du vendredi. Aussi des weekly avec, certaines personnes, du coup, le product, le head of engineering et le CFO, le market et la designer. Heu et le daily, moi, je le fais pas. C'est purement tech, le matin, ils font ça, mais j'en fais pas partie. OK. OK, OK, ultra clair. Il y a un vrai sujet, c'est intéressant ce que tu partages, le fait que chacun des devs puisse être le plus proche possible de l'utilisateur, final. Il y a des vrais sujets, sur, comment est-ce qu'on manage une équipe dev? Comment est-ce qu'on fait pour aussi leur donner une vision business et pas uniquement tech? C'est assez Tiens compliqué de d'ailleurs trouver des profils, ouais, ouais, vas-y, d'ailleurs dis-moi? tu mets tes devs au service client? Bien sûr. Alors déjà, product, il est au service client aussi. Heu, ils ont pas tous des comptes, parce que ça coûte une tonne sur Intercom, donc ils partagent en compte. À part le head of engineering et le product, qui ont leur compte à eux et quand il y a besoin, ils sont pingés, tu vois, directement dans les conversations Intercom et moi, c'est pareil, quand il y a des trucs importants, il y a des trucs qui arrivent, chez moi. Mais Mmh. après, tu vois, genre le head of engineering, tous les lundis soirs, il a un call avec un des créateurs, qui est à LA, quoi et après on est tous dans les groupes WhatsApp, ensemble, quoi. Ouais, ça aide, hein, de mettre les devs au service client, de les mettre Ouais, bien direct au sûr. contact, puis après First tu Sense, leur on fais faisait un ça.
ils avaient, une journée de support imposée, Qui par faisait semaine, ouais. ça? Sur Le Sands, à sound. l'époque, on faisait ça, ouais, sur mon OK. ancienne boîte, ouais. Ouais. Ça aide Ah, c'est justement à lourd. connecter parce que le dev, il est tellement loin des users, c'est abusé frère, Ah. Ouais, c'est rude. Mais c'était un peu du coup c'est le sens de la question, c'est en gros, ben, ça c'est un trop bon exemple. Est-ce que tu as d'autres exemples de management pur et dur que tu donnes à tes devs et qui, au fur et à mesure des années, t'ont donné des vraies tendances gagnantes sur, la vision, la fréquence, la consistance, de ton équipe dev, tu vois? Parce que c'est compliqué à gérer, genre une équipe dev, toi, tu viens de là, tu sais comment ça fonctionne, donc je veux dire, tu as grandi avec ces gars-là presque, donc tu sais exactement comment leur parler. Mais pour un mec qui a une vision très business et qui, touche, le côté tech, du bout des doigts, tu vois? Sans jamais vraiment, plonger dedans, c'est beaucoup plus compliqué de parler à ces mecs, de les comprendre, de pouvoir vraiment les faire grandir, avancer, et de les manager. Je pense que Kiki, ça c'en était à la base l'exemple, ouais, ouais. 1er. Bah, tu sais Comment, les mecs c'est Ben, quoi un peu genre attention, tes tips et tes best practices? alors déjà, moi, je suis pas du tout dev, donc ça, c'est la 1re chose. Moi, j'ai fait des études de finance, donc rien à voir et soi-disant un master en innovation et management des nouvelles techno qui est un peu bullshit. Heu, mais en vrai, ça fait depuis que je suis petit que je touche à des ordis, que je fais des sites et cetera, un peu comme tous les geeks, on va dire, quoi. Mais c'est vrai que c'était un change sur la 1re boîte Sounds où j'avais justement 2 cofounders, un CTO et un lead back et en fait, c'était compliqué de communiquer avec eux parce qu'en fait, j'avais zéro légitimité. Donc ils faisaient des trucs, à leur manière et en fait, c'est allé à un point où en fait au début, en fait, on faisait même pas Sounds, on faisait une autre app, de vidéo qui marchait pas pour plein de raisons, en partie techniques et en fait, j'ai fait Sounds, sans en parler à mes cofounders, avec un dev que j'ai trouvé sur GitHub, heu, je crois qu'on a fait ça en 36 heures, un truc comme ça, quoi. On l'a shippé, je l'ai mis et je l'ai poussé sur le store. Après, j'ai eu un café avec mes cofounders, je leur ai dit: «Voilà, en fait, ce week-end, j'ai fait ça avec, untel». On l'a poussé et au final, c'est ça qui a cartonné et du coup, après, c'était plus pareil. Du coup, la conversation a vraiment changé, et du coup, ce que j du coup, on a commencé à bosser différemment, parce que du coup, ils étaient obligés de mettre un peu d'eau, si tu veux, dans leur vin, quoi et d'avoir un peu plus d'humilité. Hem, donc ça malheureusement, j'ai dû faire ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que tous les matins, je venais, je faisais, 1 heure de cours de design et 1 heure de cours de dev. Je vais jamais devenir le meilleur designer, je vais jamais devenir, le meilleur dev, mais au moins, que je comprenne, comment ça fonctionne. Et ensuite, en fait, ce qui nous a aussi aidé, c'est qu'on est allé chez NFX où en fait, ben, ce que moi je disais, mais avec, beaucoup de mal et où ils y croyaient pas forcément, ben, en fait, quand c'est le CEO de Messenger ou qui te le dit et que c'est comme ça, ben, c'est pas pareil, tu vois? Ils l'écoutent, tu vois? et Ils disent: «OK, en fait, si, OK, on va faire ça, quoi» et du coup, c'est pour ça que déjà, c'est pour ça que je voulais remonter une boîte avec uniquement des gens qui avaient fait le même, brainwashing que moi, heu et aussi, que lorsqu'on a recréé cette nouvelle équipe, ben, pendant le 1er mois, on les br je les brainwashais de la même manière, tu vois? Pour déconstruire pas mal de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on perd pas de temps, justement, c'était le but de pas plus perdre de temps sur, ben, comment on bosse, comment on raisonne, comment on teste, comment on design, comment, on fait tous ces trucs parce qu'en fait, c'est pas là où tu vas apporter de la valeur, à la fin, tu vois? ouais, Et tu veux pas cramer du capital à apprendre à bosser, quoi. ouais. En plus, les devs, ils ont un ego, de dingue, hein. Enfin, moi, je le Ben, vois, alors ça c'est pour ça qu'il faut être super rigoureux sur le recrutement, tu vois? Quand je te disais, on voit 200 personnes, avant d'en recruter une, ça veut pas dire que les autres, ils sont mauvais, c'est juste qu'ils sont alors si des fois, malheureusement, il y en a qui ont pas le niveau bah, enfin, tu il y en a plein de des fois qui sont mauvais, défenseurs. mais c'est vraiment rare. Sur Mmh. la manière dont nous on filtre, tu vois, il y a des gens qui sont c'est une balance entre la qualité et la rapidité des fois, tu vois? Et puis il y a des choses qu'ils peuvent pas déconstruire parce qu'ils ont été formatés d'une telle manière. Donc en fait, c'est pour ça que de la manière dont on teste, ça va nous permettre de voir si effectivement, en fait, ils seraient à l'aise dans notre environnement de travail et après le fit humain, c'est le plus important, tu vois? Si on passe, nous tous les 3 mois, on fait un off-site, on passe une semaine ensemble, c'est vachement important. On fait des on-site aussi, on a fait une semaine à Dubaï, on a fait une semaine là il y a 2 semaines, on était à LA pendant une semaine ensemble. On va au ski et cetera et en fait, c'est vache en fait, j j'ai
tellement fait d'erreurs de recrutement, si tu veux, sur la première boîte, sur Sounds, sur les cofounders et sur l'équipe où j'avais fait justement des compromis sur le fit humain, que je voulais pas avoir ça et j'ai toujours rêvé d'avoir l'équipe que j'ai aujourd'hui. Où je me suis dit: «En fait, c'est des mecs qui sont super chauds techniquement et qui en plus, entre guillemets, sont pas des enculés. Au contraire, c'est des gens, tu vois, que je suis fier de fréquenter, que c'est mes potes et et heu et en fait, je peux aller prendre un verre avec eux, on peut aller faire du surf ensemble, on peut aller skier ensemble et cetera et c'était vachement important. Nous, le fit humain et la manière dont on filtre, enfin, tu vois, on essaie d'avoir des gens qui ont pas de problème de confiance en eux, ce genre de choses qui peuvent mener à des insécurités et à des mauvaises réactions, tu vois? Par exemple, tu vois? Tant pis, tu vois? Heu, c'est notre manière de enfin, en tout cas, c'est super important pour nous de garder ce noyau qui fonctionne, et d'être hyper exigeant sur le recrutement. Donc le fit humain, je pense que c'est là aussi tu dois pas être, tu dois être intransigeant et du coup, généralement, tu te dis si tu te dis pas: «Putain grave, j'ai trop envie de bosser avec cette personne» et si tu as le moindre doute, c'est mort. Ouais, Donc ouais, faut embaucher vite, mais il faut aussi virer vite, malheureusement, si tu fais une erreur et c'est ta responsabilité, en fait, à la fin. Tu vois, si tu as recruté la personne et que ça se passe mal, c'est ta faute, tu vois? Tu t'imposes. peux pas perdre de temps, à cette personne, en fait. Ouais, non, c'est sûr. Non, non, bien sûr. C'est quoi ton du coup, c'est ça qui est hyper intéressant. Bah, c'est quoi ton process de recrutement? Explique-moi, c'est quoi que tu comment tu valides les choses, techniquement, comment tu valides les choses? Genre, vu que tu as 8 devs et que tu rencontres de plus de 200 personnes avant de enfin, je pense que tu dois avoir un sacré process de recrutement et c'est hyper intéressant Bah, de le connaître. je pense pas qu'on a un process, particulièrement, fou, tu vois? Ou enfin, mais en gros, il est assez simple. Alors déjà, tu essaies de renc enfin, les gens généralement, les meilleures personnes, elles sont pas sur le marché, elles sont déjà, en train de bosser, quoi, pour d'autres. Ouais. Mais en gros, toi, tu dois activer le maximum de moyens de pouvoir, toucher ces gens, donc peu importe les canaux, des agences, des plateformes, j'en sais rien, des posts, LinkedIn, ce que nous, on a pas mal fait et également la cooptation. Donc déjà, on a une prime de cooptation. Quand tu ramènes quelqu'un qu'on finit par recruter, tu touches 5 000 $ chez nous. OK. Déjà, il y a ça, heu le process, il est assez simple. Je fais un premier call de 15 20 minutes pour voir s'il peut y avoir un fit humain. Ouais. Ensuite, il y a un test technique de 2 heures qui OK. est intentionnellement limité à 2 heures. On fait un feedback, détaillé. Si tu passes, tu as un call de 30 minutes avec le reste de l'équipe OK. et si c'est un oui, tu as une offre dans la foulée. Mais en OK. vrai, ça suffit largement déjà à voir si tu as un doute, pas de doute, tu vois? Ouais, c'est quoi le test technique que tu fais faire? Bah, ça dépend. Tu vois, donc on a un test iOS, Android, et web qui sont généralement des vues que tu dois exécuter en moins de 2 heures. Les tests, ils doivent être filtrants et nous, on va juger, d'un point de vue, utilisateur, si tu veux, OK. surtout. Heu, le test back, je pourrais pas te dire et surtout qu'en fait, on va le changer parce qu'il est pas assez filtrant. Le test du design, c'est pareil, tu vois? Enfin, c'est pas pareil, tu as une partie branding, UX et UI, à faire et après je te fais un feedback, là-dessus qui est assez détaillé. Product manager, c'est assez pareil, si je dis pas de bêtises, il y a une problématique, à résoudre, mais c'est des trucs, ouais, c'est des cas super pratiques, en fait. OK. OK, ça marche. OK, trop stylé. Effectivement, on n'entend pas trop parler, il y a pas de podcast, il y a pas grand-chose, donc je suis trop chaud qu'on puisse discuter un peu de la partie distribution. Comment ça se distribue? Quelles sont les strates? Il y a un mec qui est au marketing, mais apparemment le CMO il fait pas tellement du marketing. Explique-nous un peu comment se passe, la partie distribution, trop curieux de savoir, comment ça fonctionne. Ouais, surtout comment tu as géré ton go to market aux US, tu vois? Ça, c'est hyper important. Yes, alors en fait, nous on n'a pas enfin, comme on dit, il y a «there is no launch», tu vois? Tu te lances un peu tous les jours et en fait, c'est juste que, nous on voulait pas commencer à mettre d'efforts en marketing, donc à ramener des gens, que ce soit de manière payante ou pas, heu, tant qu'on n'était pas certain de pouvoir, capturer ces gens, les convertir et les retenir. Parce que sinon ensuite tu dépenses de l'argent. Si tu es capable de faire rentrer 1 million de personnes, du jour au lendemain, mais que tes serveurs ils lâchent, bah, en fait tu as cramé l'effort que tu as fait, pour ramener ces 1 million de personnes, ce qui est très dommage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme on joue dans un jeu de venture, c'est important que tu puisses montrer de la croissance de manière, soutenue. Et donc en fait, si tu arrives,
Alors déjà, si tu commences à dépenser de l'argent en marketing, ça devient une drogue, si tu es pas capable de grossir sans. Si tu as un créateur qui est trop gros par rapport aux autres, ben, déjà, tu crées un risque pour ta plateforme. Le jour où il part, ben, tu as une baisse et cetera. Donc pour nous, Ouais, c'était important de pouvoir distribuer, le risque et le revenu de manière, on va dire, non risquée quoi, sur tout l'ensemble des créateurs et donc même si tu as du churn sur certains créateurs, ben, à la fin, c'est pas très grave, on est capable de continuer à montrer de la croissance. Et donc avant de pouvoir, si tu veux, gérer, le paiement, le payout, la CETI, la modération, tous ces trucs, ben, on voulait être certain d'être solide, d'avoir aussi avancé sur la compliance, sur le flow of funds, sur, les sales tax, sur, plein de choses, avant de commencer à, si tu veux, à parler de nous. C'est pour ça que pendant les 3 ans, ben, en fait, tu avais un label bêta sur, le site et quand tu allais sur le store, l'app, c'était la 0.6 ou je sais pas combien, tu vois? ouais, ouais. Et donc il y avait ça. Et maintenant qu'on s'est senti à, si tu veux, à 90 près, parce que c'est toujours pas une V1 avec le vice, c'était une 0.9, on a encore des choses qui soit marchent pas ou marchent mal ou qu'on n'a pas encore faites, mais bon, ce sera toujours un peu comme ça. On s'est dit: «OK, c'est le moment de, si tu veux, contrôler la narrative et commencer à parler de nous» et donc c'est pour ça que là, si tu veux, on prépare le lancement qu'on va faire, j'espère peut-être, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais qui est en fait uniquement, si tu veux, communiqué officiellement à l'extérieur, qui est commencer à contrôler la narrative et à dire voilà qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on a commencé, où est-ce qu'on veut aller si tu veux quoi. Ouais, Heu la personne aux US en fait, c'est juste plus si tu veux une sorte de relation directe avec les créateurs, qu'on a, là-bas, mais elle fait pas de marketing. Donc c'est la manière dont, on grossit aujourd'hui, elle est complètement organique et tu appelles ça le casual contact. C'est-à-dire en gros, quand un créateur il utilise, Lovee, généralement il partage, des posts Lovee ou son lien Lovee sur, ses réseaux existants, TikTok, Insta, Snap, peu importe et du coup, généralement, tu as toujours une fraction de ses followers qui sont aussi d'autres créateurs. Donc si, ces créateurs-là se disent que: «OK, ben, untel, utilise Lovee et peut-être qu'il est successful parce qu'il utilise Lovee, il fait de l'argent, je vais peut-être tester». Donc ensuite, nous, notre job, c'est de faire en sorte que dans la première minute, voire moins, il puisse se créer un compte, utiliser l'app, faire son premier dollar et une fois qu'il fait son premier dollar, il reste. ouais. Donc c'est ce que tu appelles, dans ce milieu-là, le casual contact et c'est comme ça qu'on a grossi de jusqu'à présent. Après, tu as des plateformes, ce qu'elles font, c'est qu'elles font une sorte de technique de sales B2B, si tu veux, quoi. Donc elles vont juste aller appeler les gros créateurs. C'est quelque chose qu'on aimerait éviter de faire ou faire le plus tard possible, mais s'il faut le faire, on le fera, mais c'est c'est quelque chose qui nous excite moins parce que nous, on veut se placer vraiment, si tu veux, comme une sorte de plateforme tech et pas, j'ai pas envie de monter une équipe de 20 sales, demain, si tu veux, quoi. Ouais, OK. Mais s'il Je faut le vois. faire, on verra. Ça grossit exactement de la même manière que ta pizza. Enfin, je connaissais pas ce mot, comme tu as dit, moi je connaissais product-led growth, Ah, mais le je co casual contact, mais après c'est un mot que Patreon utilise, donc c'est OK, très spécifique à ça. Alors après peut-être que, tu vois, peut-être ça s'applique pas à d'autres domaines, j'en sais rien. Mais en gros, c'est vraiment, ben, tes potes ont dû utiliser, l'app, tu l'essayes, quoi. OK, Ils t'essaient d'en retenir une partie et ça stack. OK, ça marche. Putain, c'est solide, hein. En fait, c'est dingue parce que c'est dingue comme c'est, à l'opposé de ce que nous on fait tous les jours, tu vois? Marketer fort, ramener du volume, appeler des gens, prendre de l'argent, closer, Bah là day in bah and là day ton out. ton bah là Bah, en ton marketing, c'est ton produit, en fait. C'est comme ça que tu fais ton marketing. Il y a ça et aussi en fait, le problème c'est qu'à partir du moment où tu commences à faire des opérations marketing ou tu as un truc de viralité machin, ça crée du bruit et ensuite c'est plus compliqué de lire tes chiffres si tu veux. Donc déjà, et quand tu es trop tôt et que tu as pas un produit déjà, complet machin, si tu te niques, tes cohortes, avec, du bruit, ben, tu vas devoir attendre plusieurs semaines des fois pour, pouvoir, avoir des chiffres propres et Ouais, ça a savoir pas de si tu vas sens. dans le bon sens. Donc ça, c'est relou et surtout, en fait, tu as envie de te dire, ben, «Je vais me réveiller demain et j'ai fait plus d'oseille que la veille et j'ai rien fait», tu vois? Entre guillemets, à part faire le meilleur produit parce que généralement, du coup, tu capitalises, quoi, avec la tech. Mais et du coup, toutes les trucs de marketing, alors que ce soit genre, je sais pas, tu peux devenir viral sur TikTok ou faire de la presse ou j'en sais rien, du programmatique et cetera, faut le voir comme un bonus et pour pouvoir aller plus vite ou arriver à un autre palier, quoi.
et tu sais que tu En es fait, content de l'avoir parce que tu pourras le ce qui est convertir une trop fois. st ouais, mais c'est trop stylé. En fait, ce qui est trop bien dedans, c'est que tu sais, là, avec, comme étant donné que genre les SaaS, c'est devenu le truc tendance du moment et que tout le monde essaie de sortir son SaaS et tout, il y a un truc où, les gens maintenant sont convaincus que quand tu sors enfin, c'est devenu un peu comme, l'infoproduit ou en mode, presque l'outil, le produit, c'est pas tellement le sujet, c'est est-ce que tu as un moyen cohérent de le distribuer tout de suite maintenant, tu vois? Et c'est bien que tu sois dans cette dynamique de: «Mec, si tu es vraiment sûr de ce que tu fais, de la valeur que tu apportes et du fait que tu es capable de sortir un bon produit, tu devrais être concentré là-dessus et logiquement les résultats devraient venir», tu vois? Mais tout le monde aujourd'hui se concentre, sur le fait d'avoir, le moyen de distrib, la méthode, marketing pour faire growth Ouais. le Alors ça veut pas dire qu'on pense pas du tout distribution parce que ouais, généralement bien quand sûr. tu commences, heu, tu réfléchis généralement distribution d'abord. Donc si on n'avait pas la moindre idée de comment distribuer ce produit, c'est-à-dire qu'on savait pas qu'il allait se répandre sur les réseaux, on n'aurait certainement pas commencé, tu vois? Ouais. Ouais. Et surtout, on est allé dans un truc relativement simple où en fait c'est un produit qui te fait gagner de l'argent donc en fait, qui est la reine des raisons pour lesquelles, les gens utiliseraient un produit. C'est soit, se divertir à la, je sais pas, Insta, TikTok, gagner du temps à la parce que Tapit, ça te fait gagner du temps en productivité et cetera, par exemple, ou et la reine des raisons, c'est gagner de l'argent, tu vois? Donc tu as un message déjà qui est fort, et après on sait que ça se distribue sur les réseaux, donc c'est important quand même d'avoir un peu une idée du message que tu vas utiliser et sur quel canal tu vas pouvoir distribuer ton produit. Mais et aussi il y a ça et aussi toujours t'aider un peu avec des vents chauds, tu vois? C'est les analystes, ils disent toujours, «Find the hot moving waters» et tu as plein de gens en ce moment qui vont faire de l'AI parce que, c'est le truc qui a le vent en poupe donc heu, c'est comme, tu vois, genre si tout le monde veut manger des burgers, ben fais des burgers, va pas vendre des pizzas et te battre à convaincre, des gens que c'est mieux de manger des pizzas, tu vois? Ouais, c'est sûr. Yeah, for Mais du sure. coup là ton seul canal marketing, c'est bon moi j'appelle ça le product led growth, mais c'est juste le fait que les gens viennent, sur ton app, partagent leurs liens dans les bios et une partie des gens qui cliquent sur les liens en bio, Yes, pour puisqu'ils l'instant, savent. c'est on a on a uniquement, on va dire, de la croissance, organique pour aujourd'hui et là, comme on va passer vraiment dans une phase où on va se dire: «OK, ben, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour passer, je sais pas, à 9 chiffres d'ARR, Ouais. d'ici la fin de l'année prochaine?» Ben, va falloir qu'on commence à tester les choses. Donc là, on va commencer à tester des choses en marketing, on va dire, plus traditionnel et on va juste lancer plein d'expériments et tu vois, ça peut être, des ads problématiques sur les stores, Facebook, Meta. Donc là, je viens de créer le compte, Meta, Ads et cetera qu'on est en train de warm up, pareil sur TikTok, pareil sur Twitter. On vient de créer les réseaux, cette fois-ci, que maintenant et les faire vérifier et cetera. Commencer à créer du brand content et cetera. Donc on commence tout ça maintenant, OK. et ouais, faut faire des centaines d'experiments, Tu as combien de clics sur tes liens par mois? c'est une bonne question, j'en sais rien, j'imagine qu'on est à Tu plus connais de pas 10 ton nombre de millions clics? largement, hein. Non, Comme je 10 sais pas, 000 c'est 000? pas combien? Parce 10 que 000 000 par nous, on mois? regarde, non, non, je pense que bah, ça m'étonnerait pas parce que je peux revenir vers toi, là-dessus, mais je pense qu'on est dans cet ordre de grandeur. OK. Après on regarde pourquoi on regarde pas du nombre les nombres de clics? C'est parce que, déjà on est une app mobile avant tout, sur iPhone ou Android, ça c'est la première chose et nous les chiffres qu'on regarde surtout c'est, on va regarder les utilisateurs quotidiens, la rétention à jour 1, jour 7, jour 28, les taux de conversion, les funnels, de paiement, les funnels de création de compte. Non, je sais, Heu, mais ton acquisition marketing, c'est quand même les gens qui cliquent sur tes liens. C'est ah oui, mais encore une fois, c'est à partir du moment où tu as suffisamment de rétention d'usage et de revenus, hem, si tu veux, nous on s'en fout un peu, quoi. Maintenant, on va commencer à se poser la question de: «OK, ben, il faut qu'on grossisse, comment on fait pour grossir plus vite?» Surtout si à un moment on est capable de faire, je sais pas, ramener, je sais pas, 10 autres 1000 créateurs et rajouter, 10 000 000 d'ARR sur un mois, mais qu'on n'est pas capable de le faire le mois suivant, là ça va être compliqué. Donc on va devoir commencer à mesurer tout ça, quoi. OK, Heu, stylé. Trop stylé. OK, formidable. J'étais curieux parce que tu m'as enfin, juste pour revenir sur cette histoire de VC, on sait que souvent en plus, il y a quelques gars,
haut en couleur. Est-ce que tu as, 2-3, good advice qui t'ont été partagés par des investisseurs smart, autour de la table, des gens intelligents que tu as eu, à tes boards et qui t'ont donné des vrais conseils cool qui t'ont fait gagner du temps, gagner de l'argent, grandir plus vite? Curieux d'avoir, quelques petits trucs si tu en as eu. Alors ça, c'est un peu la question en mode genre: «Raconte-moi une blague» et tu penses en avoir plein et tu sais pas en donner là, tout de suite. Mais Ouais, si en tu en vrai as de pas, tu en as pas, en je suis vrac, OK, hein. Mais bah, en le truc en de la vrac, pizza et du burger, ça m'a parlé, tu vois? Si tu as d'autres trucs, oui, non, mais des comme ça, j'en ai plein. Bah, déjà, des anecdotes comme ça, ouais, j'en ai, pas une fois, j'ai rencontré, je sais pas si je peux vraiment donner les noms, bah, c'est pas grave. tu le diras J'ai rencontré, en bipreg, ouais, tu me dis. attends, en vrai, je me souviens plus de son nom alors qu'il m'a invité à un dîner à New York. Bref, elle a rencontré un VC, assez connu, à SF, mais à ce moment-là, je crois que je l'ai rencontré à New York parce qu'il était en voyage à New York, je l'étais aussi, je crois. Qui avait investi dans une boîte d'app de musique, très connue, qui fait ch tu à cette époque, je sais pas si c'est encore le cas, peut-être 200-300 millions de chiffre d'affaires l'année, un truc comme ça. Et il me dit, là, ils viennent de relever, ils ont relevé genre un truc comme 100 millions, un truc comme ça. Et il leur restait encore, je sais plus combien de dizaines de millions en banque, tu vois? Et donc ça, c'est un VC que j'ai rencontré, il y a, je sais plus, il y a 7-8 ans maintenant, un truc comme ça. Et en fait, c'était la première fois, si tu veux, où j'ai vraiment compris, heu, quand est-ce qu quand est-ce qu'il fallait lever de l'argent et que c'était une bonne raison, si tu veux. Parce que c'était tellement bizarre pour moi, j'étais tellement mindfuck par les VC français qui me disaient, ben, il faut lever pour 18 mois de trésor et ils me disaient: «Ben, reviens avec ton BP avec, en mettant la dépense du papier toilette à 5 ans». Que quand le mec il me dit: «Mais en fait, ils ont relevé 100 millions pour les stocker en banque», je captais pas, tu vois? Je me disais: «Mais pourquoi en fait tu lèves, de l'argent et tu le stockes en banque?» Et donc déjà, j'ai compris que le meilleur moment pour lever de l'argent, c'est quand on en avait pas besoin. Et qu'en fait, ça permettait déjà à la boîte de repricer, ses actions. Par exemple, tu vois, si elle veut ensuite aller, faire des acquisitions en payant avec des actions et pas que du cash. Et en fait, lui, le VC, à la fin, il veut juste mettre un tas d'argent et en avoir 10 fois plus à la fin. Donc peu importe combien il en a mis et ce que tu en fais de l'oseille, c'est pas son problème, tu vois? Et en Mmh. fait, les bons VC, ils sont là généralement, tu vois? À la limite, et du coup, si tu peux aller voir un VC et lui dire: «Bah, en fait, je suis rentable, il me reste encore, tout l'argent de la dernière levée», il va dire: «OK, ben, s'il te plaît, prends mon argent», tu vois? Parce qu'il Ouais, sait qu'en fait, c'est un placement, un meilleur placement que d'aller le mettre, à la banque, et cetera. ouais. Donc déjà, ouais, C'est une folie ça. ça, Ouais. c'était C'est vraiment ce que côté, disait le contrat. fondateur de Deal, il a dit la même chose. Pareil, lui, Ouais, le Alex, fondateur de ben, ouais, Alex, c'est un pote. mmh Et exactement, c'est ce qui et ben, tu vois, c'est comme ça qu'il fait. Lui, les fondateurs de Brex, alors je sais pas si je vais trahir des secrets, mais effectivement, c'est possible qu'il ait fait des levées pour, pouvoir faire des acquisitions, ouais. Bah, c'est ça qu'il a fait, il l'a même dit en podcast. Il l'a Ah, dit il a en dit? podcast. Bah, alors voilà, bah, je sais Oui, parce qu'ils avaient qu'en fait fait l'acquisition en d'une fait, banque, en Australie, voilà. à cause de ça, ouais. Ouais, bah, en fait, sa dernière levée, il l'a fait uniquement pour monter la valo de sa boîte Ouais, et pour pouvoir faire des acquisitions de boîtes uniquement avec des parts de deal plus hautes. Parce qu'il a exactement. monté la valo de sa boîte et tout l'argent, il l'a gardé et il l'a mis en banque et il a des taux d'intérêt sur l'argent qu'il a placé en banque. Donc sur sa dernière levée et sur la dernière levée de deal et on parle de plusieurs centaines de millions, hein. Donc Levée là, je crois que c'était 60, un truc comme ça. C'était vraiment peu justement. Tu vois, je comprenais pas en fait pourquoi il avait fait une levée, d'un si petit, hein, c'est une énorme levée par rapport au montant qu'il levait avant. Mais ouais, il m'avait expliqué ça effectivement. Donc ça c'était un très bon conseil si tu veux. Quel autre conseil? Il y avait un VC qui m'avait dit une fois de surtout faire, en fait, à l'époque sur Sands, on avait hacké l'API, la gaming API de Facebook, et en fait, on pouvait envoyer des notifications sur Facebook, un peu comme tu recevais à l'époque de Candy Crush, quand tu gagnais des vies ou tu donnais des vies à tes potes, un truc comme ça. Ce qui faisait qu'en fait, on envoyait des dizaines de millions d'invitations, par jour, sur Facebook, et on est arrivé numéro 1 du store, et c'est comme ça qu'en fait, que j'arrivais à avoir pas mal de VC aux US. Et le VC et un VC donc, un VC, d'origine grecque, dans un fonds qui s'appelle General Catalyst, pour pas citer de nom. hem il me dit, «Ah ouais, non, ça c'est trop bien, continue à faire ça, mais surtout envoie pas de texto
parce qu'en fait, aux US, tu as des law firms qui, en fait, passent leur temps à chercher ce genre de boîtes et leur faire des class action lawsuits. Parce qu'en fait, aux US, les textos non sollicités, c'est ça peut t'emmener, dans de mauvais draps, on va dire. Donc ça, OK. c'était un exemple, si tu veux, très concret et c'est assez rare, tu vois, que tu as un VC en France qui va venir te te dire ce genre de choses, tu vois? De manière, Te dire où est la ligne. pardon? Te dire où est la ligne. Aussi, ouais. Aussi, Ouais. exactement. Mordez Heu, la ligne, mordez-la bien, mais ne la dépassez jamais. est-ce que tu veux une autre Non, anecdote? j'en Je sais mets. pas. Bah et si t'en as, moi, je pourrais écouter ça pendant des heures, donc si t'en as dans le chapeau, les anecdotes, ça fait toujours plaisir. En vrai, Mais tu me donnes, mais en fait, elles sont tellement farfelues, des fois, c'est pour ça que j'ose pas trop dire les noms, des fois, mais en fait, les gens imaginent pas en fait, Tu as peur de te faire shorter? non, mais on n'imagine pas à quel point, la réalité, dépasse la fiction et c'est pour ça, tu vois, même si les séries, des fois, elles sont très mauvaises sur, Uber ou WeWork, je pense que c'est vachement intéressant de regarder ça parce qu'en fait, ça se passe vraiment souvent comme ça. Enfin, tu vois? Il y a vraiment des histoires folles comme ça qui se ah, passent. c'est fucked up, yeah. Ouais. C'est et alors que, tu vois, toi, tu imagines un milieu des fois, où c'est super carré, quoi. Où, et en fait, toutes les histoires un peu singulières comme ça, c'est complètement hors des clous, ouais. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est la folie furieuse. OK. Est-ce qu'il y a des points spécifiques que tu aurais aimé aborder, des choses, précises sur lesquelles tu penses qu'il y a de la vraie valeur ou qu'on puisse mieux comprendre, la boîte en question? Ou est-ce que tu penses qu'on a fait un tour d'horizon qui est plutôt, cohérent? Sur la boîte, alors je sais pas, dans le but de donner de la valeur aux gens, heu, on a parlé un peu de la manière dont on bosse, je pense, qui est un peu singulière, comment on recrute, comment on ship, pourquoi il faut lever de l'argent, et que le marketing, tu le fais au bon moment et cetera. Je pense que c'est déjà pas mal. Moi, j'avais plutôt des questions, pour vous et surtout, Kylian que je suis depuis un moment là, que j'ai rencontré du coup, en plus, c'était fou parce que c'était un moment où je voyais plein de gens partir à Dubaï et je comprenais pas pourquoi. J'étais déjà allé à Dubaï il y a super longtemps avec mes parents, et déjà à l'époque, je me dis: «Putain, ça me fait pas rêver», mais j'étais content d'y aller parce que c'était super Il m'a enrichissant. connu il m'a connu vraiment quand j'avais 18 ans. Ouais, mais c'est ça, Il et heu m'a jamais et connu à cette époque-là, Alexis. et en fait, je voyais plein de gens partir à Dubaï et des gens se marrent. Je me suis dit: «Ben, je vais aller voir ce qui se passe», et je sais que je crois la journée, je suis venu bosser, chez Ous. Et je reviens le soir et je vois un ado se lever du canapé, quoi. Je te dis: «Mais il était là tout ce temps-là, lui?» Je dis: «Il a quel âge?» Il a 17 ans et Wouss, il me dit: «Ouais, je crois ou tu avais 18, je crois, tu venais d'avoir Oui, 18 ans», un truc comme ça. je venais d'avoir 18. Et Wouss, il me dit: «Mais lui, il fait quasiment autant, d'MRR que toi». Je dis: «Mais il fait quoi et tout?» Genre, et il commence à me parler du droit du travail en France, mais il le connaissait mieux que personne et je dis: «Waouh, c'est chaud», et c'est marrant que tu dises, c'est la mode du SaaS parce qu'en fait, je sais pas vraiment qui regarde ce podcast, mais moi, j'ai découvert tout ce monde-là, on va dire avec Ous, tu vois? Il m'a fait, généralement, j'étais chez lui et il me présente des mecs et je leur dis: «Bonjour», et je savais pas que c'était, et c'était, Yomi Denzel et son frère et cetera, ou Taylor. Moi, j'avais jamais vu ces gens même sur YouTube ou nulle part, tu vois? Donc je C'est savais pas ton nom, pas, et c'est pas ton nom. je savais pas du tout, à qui je disais bonjour, et en fait, après je suis tombé un peu dans cette à partir du moment où j'ai commencé à essayer de savoir qui c'était, ben, après sur YouTube, tu vois plein de gens, de ce milieu-là, en fait, tu vois? Et du coup, quand vous dites que le SaaS, ça devient un peu à la mode, c'est pour votre monde à vous, si tu veux, et mais ce qui est vachement bien parce qu'en fait, parce que nous, en fait, c'est notre monde, on se dit pas c'est enfin, non, c'est ce qu'il faut faire, tu vois? Il y a pas d'autres trucs, et vous, peut-être, vous êtes passé par, l'infoprenariat, c'est pareil, c'est un mot que je connaissais pas, je savais pas ce que ça voulait dire, et d'autres trucs jusqu'à faire, du SaaS qui est, à mon avis, vachement bien parce que ça bouscule un peu les codes, et tu vois, tous les gens Charles, HEC qui ont levé avec la BPI et Iris Capital ou je sais pas qui, ben, en vrai, ils vont devoir se bouger, tu vois? Parce que, ce qui est trop bien, c'est que vous avez pas été formatés comme eux, Ouais, ouais, et tu vois, en vrai, tu fais déjà plus d'oseille que 99 des startups à Paris, tu ouais. vois? Ah ouais? Tu penses? Mais bien sûr, et c'est tous des ils font pas enfin, les startups qui ont de l'argent, c'est hyper rare, lever de qui font de l'argent sans en avoir levé, putain, c'est Ça commence, ouais. ça commence, tranquille. Ça Ouais, commence. mais à l'époque, je me souviens, déjà nous Ouais, quand
À l'époque, c'était n'importe quoi à l'époque. Bah, quand je monétisais sur, Sounds, à l'époque, on monétisait parce qu'on n'avait pas le choix, en fait et justement, j'avais rencontré cette boîte dans la musique, ASF et ils me disaient eux, ils faisaient des abonnements weekly à l'époque et ils me disaient: «On a tout testé, voilà le pricing, fais ça» et du coup, moi, j'avais commencé à monétiser, Sounds comme ça, c'était en 2015-16, un truc comme ça, et j'étais un ovni, parce que c'était pas à la mode de monétiser un réseau social, c'était même le contraire, j'étais le mec pas cool, tu vois? Et on faisait, je sais plus, 200-300 000 balles par mois, un truc comme ça et je me souviens, mes voisins, ils faisaient justement, c'était le cliché, ils avaient élevé avec Alven et je sais pas qui, et ils faisaient un sas et leur BC arrêtait pas de les appeler en leur disant, «Dès que vous faites 10 K d'MRR, vous m'appelez, on fait une série A». Je me disais: «Mais» enfin, tu vois? Et en fait, je pense que ce qui est avec Léa et tout ce qui se passe, ce qui est vachement bien, c'est que ça remet un en fait, le problème des gens en France, c'est qu'ils ont été mal éduqués. C'est-à-dire que tu joues à un jeu où généralement, bah, en fait, si tu fais, 1 000 000 d'ARR, en fait, tu as un POC, en fait. En réalité, tu as juste un MVP. Tu as pas, c'est tout ce que tu as, 1 000 000 d'ARR. À 10 000 000 d'ARR, tu as un lifestyle business, mais c'est tout. Enfin, les gens ne réalisent pas, une belle maison, aux US, ça vaut 10 millions. Tu as un en fait, avec 10 millions, tu t'achètes rien du tout, donc tu as juste un lifestyle business, en fait, avec, 10 000 000 d'ARR et à 100 millions, tu es sur la map. C'est là où tu commences à jouer et tu te dis: «OK, peut-être je vais devenir, une unicorn et faire une boîte qui vaut 10 milliards ou une décacorn», ou je sais pas quel mot à la con. À 100 000 000, Heu, tu vaux 1 000 000 à 100 000 000. Peut-être, ça dépend des économiques et cetera. Mais je veux dire, à 100 millions, tu popes sur la map, c'est tout. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? voilà. Avant, le problème des mecs en France, c'est que et c'est là que c'est bien, tu vois? Où votre monde, il vient bousculer un peu tout ça parce que les mecs, ils sont passés plus de fois sur, BFM TV, ils ont fait plus de posts LinkedIn que de chiffre d'affaires, tu vois? Et donc Ouais. Ouais. Nous, c'est donc l'inverse, hein. Nous, bah, on a voilà, été formés au c'est truc de bah, déjà, c'est souvent, déjà: «Sors-toi de la merde, donc fais de l'argent pour toi». Et en fait, c'est drôle, mais quand tu réfléchis dans ce sens, lancer une start-up, c'est un truc de bourge, tu vois? Ouais. Nous, Bah, bien sûr que frérot, c'est un genre, on truc de était des bourse, c'est mecs, on pour n'avait ça pas que d'argent, on n'avait pas de choix, fallait qu'on gagne de l'oseille. On se disait: «C'est quoi le chemin le plus court pour faire de l'oseille?» tu vois? ouais. Basta. mais c'est ça qui est stylé, c'est que tu vois, eux, ils se sont toujours dit: «Ben, ces mecs-là, c'est des scammers, ils sont un peu louches» et c'est pour ça aussi vous aviez pas levé d'argent sur vos autres enfin, de toute façon, c'était pas des Mais business si, ventures, personne tu vois? voulait nous donner de l'argent déjà à la base, Mais on Ouais, qui mais qui mais 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 qui m'aurait donné de l'oseille, mon gars? Personne, frérot. Personne veut donner de l'oseille à nous, ouais, c'est pas donc mais au final, surtout en c'est une France, bonne mais chose. Mais du coup, ouais, c'est drôle parce que ça montre la différence d'éducation qu'il y a eu, tu vois? Et de mindset à ce sujet, c'est intéressant. et des ouais. donc c'est ça, je pense, tu vois? Le fait que vous arriviez à bousculer et du coup, ma question, mais je crois que j'ai un peu la réponse, mais heu, a posteriori, qu'est-ce que tu ferais différemment, Kylian, en étant arrivé, au milestone que tu as aujourd'hui? Je sais pas si tu dis, tes milestones de revenus, mais je crois que oui, sur un Ouais, ouais, réseau. je les partage. En vrai, rien, hein. Franchement, j'ai super bien exécuté depuis le début, hein. Genre, c'est pas pour me sucer la bite ou quoi, mais Même sur le recrutement, il y a rien que tu aurais fait différemment? bah, de toute façon, j'étais obligé de faire ces erreurs-là. C'est la première fois de ma vie que je recrutais des devs, c'était tu vois? J'ai fait plein d'erreurs, tu vois? Mais j'étais obligé de les faire, sinon comment tu voulais que j'apprenne? C'était impossible. Mais C'est vrai, tu raison. dès que j'ai fait les erreurs, je m'en suis rendu compte dans un délai très court. J'ai réagi très rapidement, tu vois? Je fais continuellement des erreurs, tu vois? Moi, je savais même pas ce que ça voulait dire SaaS il y a 12 mois. Je connaissais même pas le mot SaaS, tu vois? Donc pour te dire, d'où ça part. Donc non, franchement, bah, tu vois, ça fait 12 mois que j'ai appris le mot SaaS et en 12 mois, j'ai ce que l'info que j'ai mis dans mon crâne, c'est énorme. Donc franchement, je suis fier de moi, je suis fier de ce que vraiment, je suis fier de comment j'ai exécuté jusqu'à maintenant. Je sais même pas si franchement, là, je suis vraiment content parce que je kiffe le process et c'est le truc le plus important si tu veux durer sur, de toute façon, c'est un jeu de moyen terme, très long terme. Donc non, franchement, rien, hein. Vraiment Bah, rien. mais je pense que tu as raison, c'est souvent, en fait, tu peux donner tous les conseils que tu veux, en vrai, dans les podcasts. Si tu t'es pas pris la claque toi-même, ça marche pas. Ouais, ouais, Tu c'est vois? sûr, c'est sûr. Non, mais C'est, surtout qu'en France, il y a pas de podcast tech. Il y a 2 podcasts. Il y a nous et il y a un autre podcast qui s'appelle Silicon Carnet. Voilà, c'est les 2 seuls Ouais. podcasts tech qui existent en France. Il y a pas de vidéos, il y a pas de mecs qui font des SaaS, moi je connais pas. J'ai découvert l'écosystème SaaS, français, où tout le monde ferme sa gueule et tout le monde, il y a personne qui parle. C'est pour ça qu'on fait ce podcast. C'est aussi
Tu vois, regarde, toi, tu es dans ton coin, personne te connaît, tu montes ton app, tu fais une des apps de musique, de trucs, mais il faut aller te chercher. Moi, je te connais parce Ouais, que ouais. Mais je après t'ai follow tous les jours. moi c'est un peu, si tu veux, voulu quoi. C'est un peu, ce que Oui, c'est mais tout le monde dit ça. Tout le monde dit: «Ouais, c'est voulu, c'est la stratégie de Daft Punk». Je crois qu'on a non, sorti dans le non, c'est pas la stratégie Daft Punk, Ah, ah, c'est, je pense que tu as un moment pour tout. Tu as un moment pour alors après, les entrepr en vrai, j'ai aidé pas mal de gens, chez The Family, puis de manière générale, j'essaie d'aider pas mal de gens où j'investis aussi dans des boîtes et dès que je peux aider, j'aide. Après, j'estime aussi pas forcément, alors déjà, mon temps, il a de la valeur. Je fais un arbitrage, permanent sur mon temps entre le perso et le pro, ouais, et j'étais pas prêt, tu vois, à dépenser du temps, en vrai, à parler 2 heures avec vous ou 3 heures avec vous, même si ça peut sembler pas beaucoup. D'une part et aussi c'était pas le moment, pour nous et en plus, tu vois, j'estime pas forcément avoir la légitimité pour, forcément, donner des conseils, ou et cetera. Enfin, c'est, encore une fois, tu vois, j'ai les 100 millions derrière, j'y suis pas encore. ouais, Tu vois, à partir du moment c'est bah, justement, on revient à Alex de Deal, tu l'as vu nulle part avant que sa boîte elle valait 10 000 000 tu vois? Il était nulle ouais, part, ouais, tu c'est vois, vrai. ouais, et mais c'est le justement comment problème, je c'est qu'en reconnais fait, le truc, c'est que les mecs qui ouvrent le plus leur gueule, c'est les mecs qui font pas d'oseille et qui en ont pas ouais, fait parce qu'ils ont le temps de faire que parler toute la journée et quand tu Mmh. travailles, tu as pas le temps de faire 25 posts LinkedIn par exact, semaine, tu vois? Et en fait, le Mmh. point, c'est que du coup, ça crée ce segment terrible où les mecs les plus compétitifs, c'est les mecs qui sont en train de travailler ou alors les mecs qui ont déjà revendu, mais ils sont plus dans le game, ils s'en battent les couilles, ils sont en vacances aux Maldives, tu vois? Mais ceux qui sont en train de travailler, d'exécuter fort, d'être dans le vrai, qui normalement devraient être ceux qui parlent le plus parce que c'est eux qui sont proches du marché, qui voient ce qui se passe, qui ont des vrais breakthroughs tous les jours, ils parlent pas, tu vois? Et de surcroît, c'est d'autant plus vrai dans la tech. C'est d'autant plus vrai dans la tech. Et c'est pour ça, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, mais il y a des gars qui sont, sans doute 1000 fois moins legit que toi et qui ouvrent leur gueule toute la journée, tu vois? Mais la problématique, c'est qu'en fait, les nouvelles générations, les gens qui se lancent, qui ont aujourd'hui, 14, 15, 16, 17 ans comme quand nous on avait, cet âge-là avec Ken et qu'on commençait à se lancer dans le business, c'est des mecs qui écoutent ces gars-là, qui écoutent des mecs qui font pas une thune et qui envoient, ouais. 50, piece, advice par semaine, alors que c'est des têtes de mort, tu vois? Et 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 des mecs qui travaillent vraiment, qui se bougent le cul, qui veulent changer le monde, qui vraiment font des efforts, font du vrai business, ils sont pas là, tu vois? Ah ouais, c'est ça. Et et en fait, ça crée ce Mais cercle vicieux où du coup, les nouvelles générations sont uniquement éduquées par les mecs qui parlent beaucoup, mais qui font peu et ça crée ce truc-là où malheureusement, du coup, c'est les mauvais, conseils qui sont partagés ou des conseils bateaux à la con, mais trop compliqué de trouver du conseil technique, tu vois? Du conseil précis, tu vois? Là, tu partages un truc spécifique de recrutement. Ouais, ça a de la vraie valeur, c'est un truc qui peut être appliqué demain dans un business, après-demain dans un business. Va avoir les posts LinkedIn, tu vois? Oh, mmh, Ouais, c'est mais sûr. Après, c'est à double tranchant parce que, je sais plus, une fois, il y a un invest qui voulait que je parle avec, une founder, pour lui donner des conseils et du coup, je lui explique, ce qu'on a fait avec les apps et tout et elle me dit: «Non, c'est faux». Enfin, genre, c'est pas vrai. Genre, elle me dit: «J'ai jamais entendu parler de toi, enfin, si tu avais fait ça, genre, en gros, ça se saurait, quoi». Tu vois? non, Et je exactement. savais même pas quoi lui répondre, en vrai, tu vois? Non. Je savais pas quoi lui dire, et quoi lui répondre. Mmh. Mais mais ouais, malheureusement, c'est sûr qu'il faut faire le tri, tu vois? Et après, il faut juste faire, mais en tout cas, ce qui est bien dans ce que vous faites, c'est que vous venez un peu bousculer ce truc qui est hyper normé avec plein de codes, machin, où en fait, en plus, vous faites de l'oseille et en vrai, ça va attirer tout le monde vers le haut parce qu'ils vont pou enfin, la compétition, elle va monter, quoi. Ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr. oh, c'est trop cool. Écoute, OK. je t'en mets de t'avoir, merci beaucoup pour ton temps, ça tue. Bon, On finit Avec toujours avec plaisir. une question qui est importante pour nous, c'est, pourquoi tu peux dire merci internet? C'est le nom du truc. Donc, en quoi est-ce que toi tu peux dire, merci internet aujourd'hui? En quoi je peux dire merci internet? En vrai, je peux dire merci internet pour, 1000 choses, mais alors pour pas faire des jeux de mots avec l'autre podcast, de notre ami Oussama, mais alors déjà, tu pas obligé de demander la permission quand même. Ça, c'est vachement sympa quand même et tu pas obligé d'être dans le on va dire dans la French Tech et tu vas avoir le label French Tech, pour faire, donc tu peux juste faire et c'est tout et ça me permet, je sais pas moi, ça me permet d'avoir une vie aujourd'hui que j'aurais jamais imaginée. Donc déjà, d'un point de vue, enrichissement, on va dire, intellectuel, d'apprendre des choses de manière permanente
et je pense que c'est peut-être, ça qui t'intéresse le plus à mon avis, Kylian, dans ce que tu fais, c'est que enfin, tant que tu t'ennuies pas, tu vas kiffer, ce que tu fais au Ouais, jour c'est le sûr. jour, quoi et puis À je pense que 100 tu l'apprends c'est le truc le plus important. et après les rencontres, quoi. Ouais, Tu vois, c'était vraiment un hasard, je te vois sur le canapé de Ous à Dubaï, quoi et maintenant j'y vis en plus donc ouais, trop stylé. Incroyable. Incroyable. Bon, Eh ben, super écoutez, merci épisode. beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Pensez à liker, commenter, vous abonner, tout ça et puis on se dit à très vite dans Merch Internet. See you there. merci Ciao. beaucoup. Bye bye. Ciao.